19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Cette fois, ça y est, après 3 années passées en D2, Sochaux retrouve la première division. Pourtant, c'était mal parti hier soir contre Martigues. À la suite de ce corner de Robin, Péterins, le gardien sochalien, se trouve. Pamaro surgit et marque contre le cours du jeu. 10 minutes plus tard, à la suite de ce 1-2 avec Bougère, Olivier Baudry, en bon capitaine, égalise. Puis, Mickaël Isabé donne l'avantage aux Sochaliens, 2-1. Un dernier exploit à mettre au crédit de Péterins, qui stoppe un pénalty de Ferrez et propulse les Lions en première division. Le reste se passe de commentaires. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Il reste 41 journées. C'est bien de commencer par une victoire, surtout contre Martigues. Ça fait plaisir au public et ça peut nous mettre en confiance. Hier soir, les canonniers franc-comtois ont frappé un grand coup sur le championnat de D2. Bonsoir à toutes et à tous. On commence cette émission par... On l'a appris aujourd'hui, le décès d'Olivier Baudry, ex-capitaine du FC Sochaux-Montbéliard, qui nous a quittés à l'âge de 44 ans. Donc je voulais qu'on commence cette émission justement en lui rendant hommage. On adresse d'ailleurs au nom de l'émission nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. Et bien naturellement au Football Club Sochaux-Montbéliard. Et oui, il nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 44 ans. Il a joué au FC Sochaux de 1991 à 2000. Il a joué 238 matchs pour 39 buts inscrits. Il a joué aussi également au FC Lausanne Sport, à l'AS Saint-Étienne pendant 2 saisons, du côté de l'ASM Belfort, à l'AS Giraud-le-Puy et tout dernièrement au SR de Lémont. Il était responsable des équipes de jeunes au FC Sochaux-Montbéliard depuis quelques années. Donc on s'associe bien sûr à toutes les supportrices et supporters du FCSM. Donc bien évidemment, on lui dédie cette émission. Soyons sport, 18h, 19h. Radio Shalom Besançon. Au sommaire ce soir, on va bien naturellement parler de la Ligue 1. On va revenir sur la Ligue 2 avec le déplacement du Football Club Sochaux-Montbéliard du côté d'Auxerre où on était présent en parkage sochalien. On a vécu pas une belle soirée sur le terrain, mais en tout cas une belle soirée en parkage. On parlera bien sûr du résultat du FC Sochaux-Montbéliard avec vous, supportrices et supporters du club. On reviendra sur la Ligue 2, le championnat du national. On parlera également des équipes régionales en National 3 car il y avait une journée de championnat. On parlera des jeunes du FCSM avec Alexis De Freitas. On viendra sur le handball avec le SBF et le grand Besançon du handball. Et Frédéric Fisch nous fera justement sa chronique sur l'actualité en région Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté, mais enfin plus sur la Franche-Comté, bien évidemment. Il y a des places ce soir à gagner. Il y a des places pour le match entre Sochaux et le Paris FC qui aura lieu non pas ce week-end, mais le week-end d'après, c'est-à-dire le 13 octobre. Il y a des places aussi à gagner parce que vous savez que le Football Club Sochaux-Montbéliard vient à Besançon ce vendredi face à Dijon qui évolue en Ligue 1. Le coup d'envoi sera donné au stade Léo Lagrange à partir de 19h. Un match organisé par le Racing Besançon, car les deux clubs sont partenaires du Racing Besançon. Il y aura des places à gagner ce soir. D'ailleurs, on remercie la direction du Racing Besançon. Allez, on passe cette fois-ci, on ouvre la page Ligue 1. Allez, on commence cette émission par la 8e journée de Ligue 1 qui avait lieu ce vendredi avec tout d'abord l'AS Monaco qui recevait Montpellier. L'AS Monaco qui avait été défait dans la semaine face à Porto. Et l'AS Monaco devait se reprendre face à Montpellier. Et ça commence bien avec Radamel Falcao qui marque un but à la 38e minute de jeu. Mais en fin de rencontre, en tout cas Montpellier a été persévérant et c'est Souleymane Camara à la 90e minute de jeu qui offre l'égalisation à Montpellier.
l'AS Monaco est donc tenu en échec. On va entendre la réaction de Ronny Lopez, le milieu de terrain de cette équipe de Monaco, où il dit simplement « Cela arrive de ne pas gagner et on va encore travailler ». Et Hilton, le défenseur montpelliérain, qui lui est plutôt satisfait d'avoir fait match nul contre une grosse équipe. Et il indique quand même que même s'ils ont fait match nul contre le PSG et qu'il y avait sans doute l'état de la pelouse, là en tout cas la pelouse était très bonne du côté de Monaco, donc Montpellier a quand même une belle équipe. On n'était pas au top ce soir, c'est la vérité. Mais on lâche rien, on est une équipe qui veut gagner. Et c'est pas pour perdre un match ou deux matchs qu'on va s'arrêter. On va continuer, on va gagner. On n'avait pas le droit de prendre ce but-là au moment du match. Mais il y a des matchs comme ça arrive. Mais on va travailler pour que ça n'arrive plus. C'est pas pour un match ou deux matchs que tout le monde va parler que AS Monaco n'est pas bon. Ça arrive, mais des grandes équipes en des moments comme ça, on va tourner ça et on va continuer à travailler. On a eu pas mal d'occasions avant que Monaco marque son rencontre, mais on va se contenter de ce match nul contre Monaco, qui c'est une grosse équipe où je pense que beaucoup de gens nous voyaient déjà perdants contre le PSG, contre Monaco. Et puis on a montré le contraire, on a montré qu'on est une équipe, qu'on est solide, qu'on a des bons joueurs. Et puis ce soir, on est content de ce match nul. Contre le PSG, on peut dire que c'était la pelouse. Et là, ce soir, on a vu que sur une bonne pelouse aussi, on a une équipe qui sait jouer le ballon. Donc on a rencontré Monaco, qui c'est une très bonne équipe. Et on est content de ce match nul. Eh bien oui, Hilton qui est content de ce match nul de Montpellier, car les Montpelliérains ont tenu en échec PSG et Monaco, ce n'est pas rien cette saison. On passe cette fois-ci au samedi avec le match qui opposait le troisième, donc c'est-à-dire Bordeaux, qui était troisième à cette époque, avant la rencontre, face au Paris Saint-Germain. Et c'est finalement un score fleuve pour les Parisiens, car ils s'imposent 6-2. Des buts tout d'abord inscrits dès la 5e minute de jeu par l'inévitable Neymar. Ensuite, à la 13e, c'est Edinson Cavani. Ensuite, Thomas Meunier à la 21e minute de jeu. Younous Sankaré va réduire le score pour cette équipe de Bordeaux à la 31e minute de jeu. Et c'est ensuite Neymar sur penalty qui va donner encore un avantage plus large à cette équipe parisienne. 4-1. Et ensuite, c'est Julian Draxler, 45e, et Mbappé, 58e, qui offre le 6-1. Mais c'est finalement Malcolm à la 90e minute sur penalty qui réduit un petit peu l'écart pour cette équipe bordelaise. Et score final, 6-2. On va écouter tout de suite la réaction du milieu de terrain parisien Marco Verratti qui souligne après le Bayern, c'est bien. En plus, on met beaucoup de boots, comme il dit, beaucoup de boots. En tout cas, il y en a eu beaucoup, c'est vrai. Et de Malcolm, le joueur en forme du côté de Bordeaux, dont le contrat a été renégocié à la hausse. Donc, lorsqu'il va partir de Bordeaux, les Bordelais vont toucher une très belle somme. Et lui, il dit tout simplement content de jouer contre Neymar, comme d'habitude. Oui, bien sûr, c'était une bonne semaine qu'il commençait avec Bayern. C'était un match important ici à domicile. Après, on savait que ça, c'était un autre match surtout très important parce qu'on doit faire beaucoup de points en championnat ici. On savait que c'était un match compliqué, qu'on devait être très bien mentalement. Je pense qu'on a quasiment fait tout dans la première mi-temps. On a marqué beaucoup de buts. C'est un plaisir de jouer contre Neymar. Et Neymar, c'est mon idole. Voilà, c'est difficile de dire parce que j'ai bien joué, il était trop fort comme d'hab. Il était trop fort comme d'hab. C'est son idole. C'est son idole. Voilà, c'est son idole, Malcolm. Donc, il était trop fort comme d'hab. Ben oui, il est fort, Neymar. Allez, on passe à un match qui a été interrompu. Je pense que vous avez suivi un petit peu l'actualité entre Amiens et Lille. Alors que les Lillois ont ouvert le score à la 14e minute de jeu. La rambarde qui était du côté... qui maintenait en tout cas les ultras et les supportrices et supporters de cette équipe du LOSC a cédé sous la pression des supporters qui sont venus en masse justement pour encourager le joueur qui avait marqué du côté de Lille. Et cette rambarde s'est littéralement explosée sous les supporters. Et ils se sont tous retrouvés en bas. Il y a eu des blessés graves. Donc on espère en tout cas aujourd'hui qu'ils vont mieux, qu'ils sont sortis de danger. Et on va écouter justement la réaction du délégué au soir du match qui a été interviewé par nos confrères de beIN Sport.
Il n'a duré que 15 minutes aujourd'hui au stade de la Licorne à l'occasion de ce 8e chapitre de Ligue 1. Lille qui se déplaçait sur la pelouse du Sporting Club d'Amiens. 15e minute, ouverture du score de Lille par l'intermédiaire de Balo Touré. Les Lillois qui veulent aller fêter ce but avec leurs supporters. Sous la pression des multiples supporters lillois, la barrière du parquage visiteur s'est effondrée. Match interrompu, match reporté, décision unanime. Monsieur Manino, délégué de la Ligue de football professionnel. Alors reporté non, interrompu et arrêté définitivement oui, puisque c'est quand même la commission des compétitions des activités de la LFP qui prendra une décision quant à l'issue de la rencontre. Alors nous avons effectivement un effondrement de cette tribune qui a occasionné 29 blessés à ma connaissance, dont 6 grièvement qui ont été transportés par pompiers. Une cellule de crise donc a été déclenchée avec le directeur, avec la directrice des services de police, le préfet, les 2 directeurs de la sécurité et de l'organisation des 2 clubs, les 2 coachs, bien évidemment, les 2 entraîneurs, les 2 présidents. Et à l'unanimité, donc la décision a été prise. L'arbitre a décidé donc d'arrêter définitivement cette rencontre. Aucune chance que le match se déroule demain ? Non, aucune chance que le match se déroule demain, effectivement, puisque c'est la commission des compétitions qui prendra en charge le dossier pour donner une suite. Et selon la police, concernant les victimes de l'effondrement de la barrière du parquage visiteur, il y aurait 23 blessés et 6 blessés. Oui, concernant les blessés, justement, les 6 supporters lillois, c'est le site L'Équipe qui nous donne cette information. Les 6 supporters lillois encore hospitalisés donc, à la suite de l'effondrement de cette barrière au stade de la Licorne ce samedi soir, ont désormais quitté le CHU d'Amiens. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ils avaient été conduits à l'hôpital justement après la chute de cette barrière, alors qu'on jouait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la 16e minute. C'était pas la 14e, mais bon, à 2 minutes près. Donc, c'est le club lillois qui a en effet annoncé dans un court communiqué dans l'après-midi qu'ils avaient désormais quitté le CHU d'Amiens. En tout cas, voilà, c'est une excellente nouvelle, en espérant qu'ils aillent mieux. En tout cas, voilà, on pense fort à eux. C'est pas évident quand on va avoir un match de football et qu'on se retrouve dans une telle situation. On va écouter justement la réaction du président d'Amiens, Bernard Joannin, à l'issue de ce match, qui mettait un petit peu la faute sur les supporters. Ça a mis d'ailleurs un peu d'huile sur le feu. Depuis, il s'est excusé de ses propos, mais on va l'écouter juste après cet incident. Il n'y a pas de problème a priori de barrière. Il y a juste que le football doit être une fête. On nous avait prévenu, les services de police nous avaient prévenu que 200 ultras très énervés étaient dans le parcage réservé aux Lillois et ils se sont lancés de façon désordonnée, plus de 500 personnes sur cette barrière qui était en parfait état. La commission jugera. Mais imaginez 500 personnes qui voulaient pénétrer sur le terrain. Je pense qu'il y a une réflexion forte à avoir au niveau de la Ligue concernant les déplacements des supporters. C'est pas à moi de porter des jugements. Il y a des moments, des exactions. On voit que de plus en plus, certains supporters sont interdits de déplacement. Le football doit être un spectacle de qualité et doit être joyeux pour les familles en toute sécurité. Moi, je voudrais juste terminer en pensant aux personnes qui sont blessées et j'espère que les 3 blessés supposés graves ne sont pas trop importants parce que c'est ça pour moi le plus important, c'est la santé des personnes qui assistaient à ce match. Bon, après avoir entendu le président d'Amiens, Bernard Joannin, chacun se fera une idée sur ses propos. Il s'est excusé depuis sur des propos maladroits, parce que je pense pas que les 500 supporters voulaient rentrer sur le terrain. Ils voulaient simplement fêter le but avec les joueurs de Lille. Mais c'est vrai qu'une masse, quand tous les gens arrivent en même temps, il faut aussi que les barrières soient solides. Et là, en fait, quelle que soit la raison, à ce moment-là du match, le président qui reçoit, c'est assez malvenu de dire que c'est la faute des supporters ou c'est assez malvenu. Après, c'est à la commission d'établir le truc et lui, il pourra défendre le moment venu sa version. En plus, lui, il devait pas y être, il devait pas être juste à côté. Enfin c'est un peu malvenu de dire c'est eux qui ont fait ça. Oui. Enfin Oui, moi j'ai pas trouvé ça. Bon, il s'est excusé depuis de ses propos maladroits, mais comme tu le rappelles, c'est vrai, il y a une commission d'enquête qui va justement, en tout cas,
juger cette histoire, encore en tout cas vérifier si cette barrière était conforme ou pas. Et après, chacun appréciera en tout cas, car il y a aussi des blessés. Et qui ne sont pas graves, bien heureusement, car ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça, parce que quand on voit les images, oui, on peut être content qu'il n'y ait pas en tout cas de décès dans cette affaire et que les blessés soient sortis de l'hôpital, comme on le disait tout à l'heure. Justement, on va écouter les supporters qui étaient présents, on va écouter leurs réactions qui nous proviennent du site de l'équipe. Tous les tribunes, dès qu'il y a eu le but de Lille, on a vu que les supporters ils sont descendus. Et on a vu que les barrières ils se sont écroulées. Et voilà, et puis il y a eu plein de blessés. Tout le monde la police est arrivée, les staffs, le match a été arrêté. Beaucoup de SAMU, ça a des blessés graves. Il y a 10 blessés graves, je pense. Mais ça a vraiment été un carnage. On était juste à côté des supporters lillois, puis d'un seul coup, après le but, on a entendu un gros boom. Donc du coup, on savait pas trop ce qui se passait. Au début, on pensait juste que des supporters lillois étaient partis sur la pelouse, mais en fait, non, c'était plus grave que ça. Donc ouais, ça nous fait bizarre. Surtout que c'est dur, parce que là, franchement, après Furiani, il y a ça, on pensait que ça allait plus arriver. Donc ouais, c'est surtout dur, mais on est surtout abasourdi aussi. Donc ouais. Peur non, parce que franchement les CRS, les policiers sont bien intervenus ainsi avec les pompiers. On était quand même prévenus assez vite. Donc non, peur non. Peur plus pour eux, mais pour nous non. Bah oui, peur plus pour eux, bien évidemment, on comprend tout à fait ce supporter de cette équipe lilloise. On va continuer, car le football a continué. Cette 8e journée s'est poursuivie avec tout d'abord le match Guingamp-Toulouse, qui s'est soldé finalement par un match nul. Et c'est quelqu'un qu'on connaît bien du côté de Sochaux, Marcus Thuram, qui dès la première minute de jeu a inscrit le but pour Guingamp. Et c'est finalement Somalia pour cette équipe de Toulouse qui va égaliser la 40e minute de jeu. Score final, un but partout. On va entendre la réaction du milieu de terrain Lucado de cette équipe de Guingamp qui dit tout simplement Toulouse était une équipe largement à notre portée. Ce n'est pas PSG Monaco, sans leur faire bien sûr sans manquer de respect à cette équipe de Toulouse. Et de Pascal Duproy qui dit tout simplement je ne gueule pas souvent, mais on a un métier d'exigence et de résultat. Même si c'est logique, ça peut être une déception. C'est dommage de commencer bien et de finir avec un match nul contre cette équipe de Toulouse. Autant contre des équipes comme Paris, Nice, Bordeaux, qu'on joue à la maison, c'est un peu plus compliqué, mais c'est des équipes qui sont largement à notre portée. Et c'est important de faire le plein à domicile, le plein de points. Donc c'est toujours dommage de finir avec un seul point. Après, c'est vrai que c'est logique, donc d'un côté, au moins on perd pas. Moi, ça m'ennuie de pas prendre les 3 points. Non, je pense que dans les duels, que ce soit au premier ou au deuxième ballon, ils étaient plus présents que nous, ils récupéraient plus de ballons. Et puis quand on avait, nous, à contrario, la possession, on faisait pas les bons choix, on perdait trop vite nos premières touches. Et c'est ce qui fait que petit à petit, le rapport de force s'est inversé. Et ça s'est concrétisé par l'égalisation, parce que ça faisait 2-3 actions qui les amenaient près de notre but. Et à force de venir, au bout d'un moment, ça rentre, quoi. Non, mais bon, je suis pas toujours en rage, ne croyez pas. Contrairement à ce qu'on pense, je gueule pas souvent. Non, mais en fait, notre métier, c'est un métier d'exigence. Et malheureusement, nous, les entraîneurs, nous ne sommes jugés que sur les résultats. Voilà. Et donc, quand les résultats sont moyens, comme un match nul, eh bien, on va dire de vous êtes moyen. Il faut enchaîner des victoires et surtout, il faut qu'on s'extirpe de ce classement qui n'est pas, à mon sens, en rapport avec ce qu'on est capable de produire. Ben oui, il ne gueule pas souvent Pascal Duproy, il n'a pas la rage. On l'espère en tout cas, sinon on sera obligé de le vacciner. Mais en tout cas, oui, c'est vrai, il a raison. Le métier d'entraîneur est un métier d'exigence et surtout, ce qu'on demande à un entraîneur, c'est surtout des résultats. C'est à ça qu'on le juge et ça, tous les entraîneurs le savent bien. Allez, on part du côté de Dijon. Dijon qui recevait l'équipe de Strasbourg et finalement, ça se rend compte, ça a été un match nul aussi également. Avec cette équipe de Dijon qui va marquer par son coréen Chang-Hoon, 78e minute de jeu. Et c'est finalement, alors que Dijon croyait le match gagné, Strasbourg qui va inscrire le but de l'égalisation par Martin Terrier à la 90e minute de jeu. Une belle affaire pour cette équipe de Strasbourg qui se rassure un petit peu. On va entendre la réaction de Wesley Saïd, l'ancien Rennais, mais maintenant Dijonnais,
qui dit tout simplement, oui, se faire égaliser dans la dernière seconde, c'est assez décevant, mais il faut repartir au travail. Et de Thierry Lauré, qui lui s'en prend un petit peu aux journalistes, parce qu'il leur dit tout simplement, il y a 15 mois, Strasbourg était en national, donc il ne faut peut-être pas non plus trop en demander. Ouais, forcément déçu parce je pense qu'on avait la main mise quand même pendant pratiquement tout le match, plutôt la deuxième mi-temps, mais c'est sûr que se faire égaliser face à Strasbourg dans les dernières secondes, c'est forcément décevant. Maintenant, c'est la dure loi du football, donc faudra faire avec et avancer. Strasbourg, faudrait qu'on soit dans les 10 premiers par exemple. Voilà. Je suis désolé d'en mettre une couche, mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'on est promu, et vous le savez très bien, il y a 15 mois, le club était en national. Donc vous pouvez pas demander non plus qu'on fasse des miracles. Et même si on va brûler tous les cierges du monde à la cathédrale de Strasbourg, on sera meilleur pour autant. Donc il faut aller brûler des cierges à la cathédrale de Strasbourg. Vous avez bien compris Thierry Lauré, oui, il y a 15 mois, il faut se rappeler que Strasbourg était seulement en national. Donc il faut être patient avec les équipes. On ne peut pas non plus se hisser tout de suite dans le haut du panier, comme on pourrait dire. C'est bien en tout cas déjà de voir Strasbourg à ce niveau-là. Allez, on passe cette fois-ci à Rennes qui recevait Caen. Et c'est finalement une drôle histoire qu'il y a eu dans ce match. C'est Caen qui va s'imposer 1-0. Un but signé Ben Sebaini, 34e contre son camp. Mais ça suffit pour les Canets. On va entendre la réaction de Christian Gourcuff. Où il dit tout simplement, oui, dans ce match, pas de justesse technique. En fait, c'est une soirée très difficile. Et puis le gardien, Rémi Vercoutre, qui lui parle de son histoire de maillot et de la goal line. Nous, on avait beaucoup d'espoir après 3 matchs on sentait quelque chose qui montait en puissance. Et là, ce soir, c'est la grosse désillusion sur le scénario. On a un début de match qui était un peu timide, mais ça se mettait en place. Après, ils ont su nous troubler par des longs ballons sur notamment Santini qui a pesé sur une défense peut-être un peu encore inexpérimentée, même s'il y a aussi des circonstances. Et ce but qui vient complètement nous déstabiliser déjà dans la tête, dans la confiance. Donc, le deuxième mi-temps qui était avec un déchet incroyable, plus d'occasions. Autant en première mi-temps, on a eu 3 occasions nettes, on a mal négocié parce que justement déjà par un manque de lucidité. Mais la deuxième mi-temps, c'était une équipe volontaire, on ne peut pas lui enlever ça, mais sans aucune justesse technique et de lucidité. Donc, oui, une soirée difficile. Je pense que ça doit être ça. Vous lui dites à un moment. Oui, je dis tout et je dis tout ce qui me passe par la tête parce que je comprends pas. Mais l'important c'est que l'erreur a été réparée. Ils ont fait preuve de beaucoup de lucidité. Ça se finit bien, mais c'est vrai que ça aurait pu être catastrophique pour nous de perdre 2 points sur une erreur comme ça. Voilà, maintenant faut se poser les bonnes questions parce que si c'est redondant, ça peut poser des problèmes. Et j'ai même posé la question de savoir s'il fallait pas que je change la couleur de mon maillot parce que si on en est là, il va falloir éviter le jaune fluo. Il va falloir éviter le jaune fluo justement pour la goal line. Alors la goal line, qu'est-ce que c'est ? Je pense que vous le savez, si vous suivez un petit peu le football, c'est une puce qui est installée dans le ballon. Et une fois que le ballon franchit la ligne, l'outil technique doit donc indiquer à l'arbitre si le ballon a franchi ou pas. Et là, apparemment, le lecteur a été troublé, soit par le maillot, comme le rappelle Rémi Vercoutre, le gardien de cette équipe cannaise, soit par son maillot fluo, ou soit par un drapeau, c'est ça Ouais. Mais la goal line, t'es sûr qu'il y a une puce dans le ballon ? Il me semble... non, il me semble qu'il y a une puce dans le ballon. Il me semble pas. Enfin, en tout cas, ce que j'avais vu en Allemagne, il y a plusieurs caméras qui filment le ballon. Oui. Et attends... Il faudrait regarder techniquement, mais il me semblait qu'il mettait quand même une puce dans le ballon pour que... il faut qu'il y ait quelque chose quand même dans... Enfin, je sais pas, il faudrait voir, j'ai pas trop suivi non plus l'aspect trop technique de la chose, mais il me semble je vois pas de puce dans le ballon. C'est vraiment... un faisceau, alors. Donc c'est un faisceau. C'est vraiment les caméras qui reconnaissent le ballon et qui par triangulation, savent s'il a passé ou s'il a pas passé. Et du coup, s'il y a une ombre ou un truc qui ressemble à un ballon pour la caméra, donc un t-shirt jaune fluo ou une ombre d'un certain aspect, ça peut-être un petit peu... donc il va falloir quand même se pencher là-dessus pour ne pas que ça se reproduise à l'avenir. Ouais, il faut mettre la vidéo, puis on n'en parle plus. Ça suffit. Là, la goal line, elle a coûté je sais pas combien, autant que la mise en place de la vidéo. Tu mets la vidéo qui elle sera peut-être même pas utilisée à tous les matchs, la vidéo. Elle sera utilisée 2 fois dans le match, ou comme au rugby. Enfin bref, on va pas relancer le débat. Mais ça sert à quoi de pas aller à la vidéo puis de passer par la goal line ? J'ai rien contre la goal line. De toute façon, il y a aucun système qui est infaillible. Quand tu regardes au rugby, des fois ils font appel à la vidéo, puis toi-même t'es là devant ta télé, tu dis je sais pas. Des fois ça traîne.
Ouais, ça traîne parce que tu sais pas. Il y a rien qui est infaillible et bon bah voilà, la goal line pas plus que les autres. Bah oui. Allez, on passe au match suivant. C'est le match Nantes-Metz et c'est Nantes qui va s'imposer dans cette rencontre. Décidément, Metz a beaucoup de mal en ce moment. Grâce à Emiliano Sala, la 3e minute de jeu, donc il ne fallait pas être en retard du côté du stade de Nantes, car le but a été... La Beaujoire, tu cherchais, c'est ça? Oui, c'est ce que j'étais en train de chercher, oui. Bien joué. Bien joué. La Beaujoire. Et c'est vrai que cette équipe nantaise a marqué rapidement, donc à la 3e minute de jeu, et c'est l'unique but de cette rencontre. On va entendre la réaction de Claudio Ranieri, qui lui, en bon italien, dit tout simplement 1-0, c'est bon. Et Philippe Inchberger, qui lui se penche pas sur son avenir, parce qu'à chaque fois on lui pose la question, c'est pas lui qui décide, mais surtout sur l'avenir, c'est le prochain match face à Saint-Étienne. Parce que nous devons garder le ballon, faire courir l'adversaire, parce que vous cherchez à toute la fois les buts pour faire les 2-0. C'est bien, je veux faire les 2-0, mais sans donner une bonne chance à l'adversaire. Claudio Ranieri, c'est 1-0. 1-0, c'est bon. L'avenir, j'ai déjà connu des moments beaucoup plus faciles dans la carrière, voilà, parce que dans le foot c'est sympa, mais quand on gagne pas de match, c'est compliqué. Après, vous l'avez dit vous-même, vous avez vu le match, on a fait notre match à Nantes contre une bonne équipe de Nantes. On nous a pas mis forcément énormément non plus en difficulté, mais ce soir on est obligatoirement frustré de la fin du match. Bon, après l'avenir, écoutez, il y a une trêve internationale, on prépare le prochain match, c'est à Saint-Étienne dans 15 jours. Oui, ce sera à Saint-Étienne pour cette équipe messine. Et on va passer cette fois-ci à Troyes, le promu qui recevait l'équipe de Saint-Étienne. Et ça, c'était ce dimanche. Ça débutait à 15h et c'est Troyes qui va s'imposer. Malgré avoir été réduit à 10, cette équipe troyenne n'a pas lâché. Elle a inscrit un premier but par Brian Pelé à la 41e minute de jeu, avant que Hernani n'égalise. Un superbe but d'ailleurs. Un but amené sur le côté gauche par Rémi Cabella qui centre. Et Hernani s'applique bien. Elle le met à ras du poteau gauche à la 53e minute de jeu. Et c'est ensuite Kawi qui va sur coup franc mettre un beau but. Ruffier ne bouge pas à la 57e minute de jeu et va donner la victoire à cette équipe de Troyes. Et Hernani qui a pris un carton rouge après. Oui, il y a eu beaucoup de cartons rouges dans cette rencontre. On va écouter justement les réactions des joueurs du côté de Troyes, du milieu de terrain Saïf Kawi, de Jérémy Cordoval et de Brian Pelé. Donc on a les deux buteurs de cette soirée. Ils disent tout simplement on est content, surtout Brian Pelé, on est content de franchir la barre des 10 points avant la trêve internationale. Et Oscar Garcia, l'entraîneur de Saint-Étienne, qui lui ne revient pas forcément sur le match, mais plutôt sur ce qui se passe justement en Catalogne en ce moment. On l'attendait depuis longtemps cette victoire à domicile. Maintenant on l'a fait contre une grosse équipe en plus. Donc voilà, on était super, regarde le vestiaire comment il est joyeux. Et en plus je donne le but de la victoire, donc c'est encore plus heureux. Franchement, on a fait un bon match, on a été solide. Même à 10, on a réussi à trouver des ressources entre nous, on s'est parlé, le coach a eu le bon discours. Voilà, Saïf a réussi à mettre le coup franc qu'il fallait. Franchement, même si on était à 10, on a réussi à tenir. Et puis voilà, scénario parfait. Franchement, on a les 3 points, c'est magique. On prend le rouge en première mi-temps en plus, donc on a subi plus de presque une heure à 10 contre 11. Donc ça a été difficile en deuxième mi-temps. Saint-Étienne a eu le ballon les 3 quarts du temps, donc c'est sûr que quand on a réussi à faire le nécessaire pour avoir les 3 points, voilà, ils égalisent, Saïf nous refait passer devant, donc on est super content et surtout de passer la barre des 10 points avant la trêve internationale, c'est bien. Ça c'est une question personnelle mais j'ai ma famille là-bas, je suis catalan et je suis très désolé de ce qui s'est passé aujourd'hui là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'aime pas qui sont passées. Je suis catalan, ma famille aussi, ma famille était là-bas et c'est pas un bon moment pour moi. Voilà, c'est pas un bon moment pour lui. Oscar Garcia revenait bien évidemment sur ce qui se passe justement en ce moment en Catalogne. On sait qu'il y a des incidents, des graves incidents. Donc je pense que même Thomas peut nous en parler un petit peu. C'est un bon moment pour personne parce que quand qu'on soit pour ou contre l'indépendance, pour ou contre ce référendum, voilà, moi à titre perso, je suis pour le Barça, je suis contre l'indépendance, je suis pour la catalanité, je suis contre le référendum, mais je suis contre son interdiction. Donc voilà, c'est assez complexe. On n'est pas dans un camp ou dans
l'autre. Et ben en tout cas, qu'on soit pour ou contre tout ça, je pense qu'on doit tous être contre les violences policières qui ont eu lieu et le traitement qui a été fait de la part du gouvernement, parce que c'est pas, on oppose souvent Madrid à Barcelone, mais c'est pas Madrid contre Barcelone qu'on oppose. Là, c'est le gouvernement de Mariano Rajoy qui a décidé de traiter ça par la violence en envoyant la police. C'est pas une question de Castillan contre Catalan, c'est pas du tout ça. Donc, et il y a plein de Catalans qui sont contre l'indépendance, mais voilà, qui déplorent comme moi cette utilisation de la violence. Et donc c'est vrai que ça a été triste. Le Barça, lui, le club avait défendu le droit à la démocratie, le droit de s'exprimer. Voilà, ils n'ont pas dit s'ils étaient pour ou contre l'indépendance. Ouais, je pense que c'est pas le rôle d'un club de foot. C'est pas le rôle du club de foot. Et puis j'ai vu à peu près autant d'avis pour l'indépendance ou contre l'indépendance. Bref, peu importe. C'est pas le rôle du Le Barça a voulu déplacer son match. Bon, je ne sais pas si c'était la meilleure chose à faire. La Ligue l'a forcé à jouer. Ça s'est fait à huis clos. J'ai regardé le match. C'était sympa de voir... Ils sont imposés 3-0, oui. C'était sympa de voir le Barça jouer contre Las Palmas dans un stade du Nou Camp vide, où on entendait tout ce que disaient les joueurs, on entendait le speaker, alors qu'on l'entend jamais. Même quand on est dans le stade, on n'entend pas le speaker normalement. C'est sympa. Ouais, donc c'était assez marrant. Après, je sais pas combien ça leur fait perdre de... Ils ont dit oui à l'indépendance à 90%, un score écrasant quand même. Score écrasant, mais le référendum était illégal, et il y a eu une... Le gouvernement de Madrid ne voudra peut-être pas que la Catalogne se sépare de... Oui, mais alors ça, c'est de la politique après. Mais il y a eu 2 millions de votants, il y a 7 millions de Catalans, donc bon, ça fait même pas la moitié. En comptant les Français aussi Non, 7 millions de Catalans en Catalogne. Et si tu veux faire de la politique, moi je pose la question, est-ce que c'est aux Catalans eux-mêmes de décider de l'indépendance de la Catalogne, ou est-ce que c'est à l'Espagne tout entière de décider de l'indépendance de la Catalogne? Parce que ce serait mieux que ce soit le roi qui décide si... Non, c'est pas le roi qui doit décider. Ou le Premier ministre espagnol ou non plus. En fait, c'est un pays, c'est comme nous en France, il y a des investissements qui sont faits par l'État dans plusieurs régions. Alors quand tu fais des investissements dans une région, donc l'Espagne en Catalogne, tu peux pas accepter après, ce que je comprends, que la région dise du coup on reste comme ça, parce que si la Catalogne est la région la plus riche d'Espagne, parce qu'il faut aussi se dire que les indépendantistes ils veulent être indépendants pour la plupart, c'est pas une question de culture, parce que ils sont pas du tout oppressés, c'est une question économique. Ils se disent on est plus riche, on gagnerait plus à être indépendant, mais ça c'est mis à part le fait que c'est complètement égoïste, c'est complètement faux, puisque pourquoi c'est les plus riches? Parce que l'État espagnol a aussi appuyé là et a donné ces armes-là à Barcelone et pour faire un pôle économique majeur en Europe. Donc c'est une vision à court terme de vouloir être indépendant, et puis c'est un faux combat, et malheureusement dans nos pays en Europe, avec la crise, on voit bien que les gens se recentrent et veulent fermer les frontières plutôt que les ouvrir. C'est vrai. Donc ils changeront d'avis quand ça ira mieux économiquement. C'est pour que les Pays Basques ne fassent pas la même chose, quoi. Non mais après c'est ça, si la Catalogne devient indépendante, le Pays Basque, la Galice, l'Andalousie, en Espagne, il y a tout le monde qui peut devenir indépendant. Et puis en France, la Bretagne, l'Alsace, la Franche-Comté. Non mais enfin voilà, je veux dire, on a aussi beaucoup de différences culturelles entre nos autres concitoyens français. C'est pas pour autant qu'on... Il y a une partie catalane en France, du côté de Perpignan. Il y a une partie catalane en France, c'est pas pour autant qu'on va être indépendant. Moi je pense que la seule marche à suivre, c'est plutôt dans l'union entre les États européens plutôt que la division au sein même des États. Ah oui, allez, on va refermer cette petite page un peu politique et culturelle aussi, parce que c'est bien aussi de savoir ce qui se passe à l'étranger. Enfin, à l'étranger, en Europe, mais chez nos voisins, oui. Chez nos amis européens. Voilà, c'est mieux. Allez, on passe cette fois-ci du côté d'Angers, avec Angers qui recevait l'Olympique lyonnais. Et là, dans cette rencontre, il y a eu beaucoup de buts et ça démarre très très vite avec Mariano Diaz pour Lyon à la 5e minute de jeu. À la 30e, c'est Da Silva qui marque contre son camp et qui permet à cette équipe Angers d'égaliser. On a également Diakabi qui va donner l'avantage à Lyon à la 38e minute de jeu, 2-1. On a Karl Toko Ekambi qui va égaliser pour Angers à 2-2. Et ensuite, c'est Memphis Depay qui va redonner l'avantage à la 41e minute de jeu
à cette équipe de Lyon. Ensuite, Marcelo va se faire expulser côté lyonnais. Et c'est finalement Ismaël Traoré à la 67e minute de jeu qui égalise pour cette équipe de Lyon. Et le score final est de 3 buts partout. On va entendre la réaction de Stéphane Moulin qui lui dit tout simplement ça fait 6 fois de suite qu'on fait un match nul face à cette équipe lyonnaise. Et Genesio qui lui rabâche tout le temps les mêmes choses. 6 fois qu'on fait match nul et il n'y en a pas un qui me satisfait plus que les autres. Même si les scénarios ont été différents, malheureusement on est un peu trop souvent dans le 1 sur 2, c'est-à-dire une mi-temps sur 2. Et donc c'est pas suffisant pour gagner, il faut faire 2 mi-temps pour gagner, pour espérer gagner. Et donc comme on n'en fait qu'une sur 2 en ce moment, on ne gagne pas. Maintenant, évidemment que je suis très 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 fier et très heureux de la réaction des joueurs en deuxième mi-temps. Au-delà de la supériorité numérique qui n'est pas forcément un avantage, on l'a vu dans le match de 3 Saint-Etienne avant nous, on a su s'y prendre comme il fallait et on a mis les ingrédients qu'il fallait pour gêner cette équipe de Lyon. On a les moyens de mener encore plus largement que ce qui était le cas à la mi-temps et c'est là-dessus où je suis en colère parce que il y a des temps forts où on doit être plus tueur, où on doit être plus efficace. Ensuite, il y a des temps faibles où on doit être plus solide, c'est ce que je rabâche depuis quelques temps. Malheureusement, rien ne change. Alors après oui, on peut dire que le carton rouge est sévère, que ça change le match certainement. Et malgré tout, les équipes qui à 10 arrivent à garder 2 buts d'avance ou 1 but d'avance, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et ça m'est tenu d'un arrêt un peu miraculeux d'Anto à la fin pour qu'on reparte avec une défaite, ce qui aurait été encore pire. Ben oui, ce qui aurait été encore pire, une défaite de cette équipe lyonnaise après son match en Coupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame avec ce match nul, 1 but partout. On passe cette fois-ci au dernier match de cette journée avec l'OGC Nice qui recevait l'Olympique de Marseille. Et c'est l'OGC Nice qui va mener 2-0 très rapidement dans les 20 premières minutes de jeu avec Balotelli à la 4e et Seri à la 16e minute de jeu. On se dit que Nice va vers une victoire assurée. Eh bien non, à la 26e minute de jeu, Lucas Ocampos va mettre Marseille sur de bons rails avant que Pierre-Lys Melou à la 40e minute de jeu ne marque contre son camp. Et là, on relance totalement cette équipe de Marseillaise avec Ocampos 44e et Luis Gustavo à la 48e minute de jeu. Et c'est terminé. Marseille s'impose 4-2 face à cette équipe de Nice. On va écouter justement la réaction du buteur malheureux, Pierre-Lys Melou qui a marqué contre son camp. Il dit tout simplement on mène 2-0 et ensuite on fait des choses bêtes. Et Florian Thauvin il dit à 2-0, soit on s'effondre, soit on en prend 5, ou alors on redresse la tête, ce qui s'est passé pour cette équipe marseillaise. Et après, comme on l'expliquait, on fait des erreurs bêtes. Des fois, on est tellement joueur et de vouloir ressortir propre qu'on le paye cash. Ensuite, moi, je mets un but contre mon camp. Après, on fait, c'est vraiment des erreurs à éviter. Normalement, on ne doit jamais perdre ce genre de match, mais bon, c'est fait, donc faut relever la tête et travailler pour préparer le prochain match. 2-0 aussi rapidement, c'est compliqué, vous prenez un coup sur la tête. Après, il y a 2 solutions, soit vous lâchez le match et vous en prenez 5, soit vous continuez de vous battre et vous essayez de revenir dans le match, c'est ce qu'on a fait ce soir. Et c'est ce qu'on a bien fait, donc c'est un match vraiment qu'il ne faudra pas oublier. Et ça nous a prouvé que dans le sport et dans le foot, tout est possible, même quand vous êtes mené très rapidement dans un match. Bah oui, et quand vous êtes mené très rapidement, tout peut basculer. C'est ce qui s'est passé pour cette équipe marseillaise. On va vous donner le classement avec premier Paris Saint-Germain à 22 points, deuxième Monaco 19, troisième Marseille 16, quatrième Nantes 16, cinquième Caen 15 et sixième Bordeaux avec 15 points également. En bas de tableau, on retrouve 18e Lille 5 points. 19e Strasbourg, 5 points. 20e Metz avec 3 points. Au classement des buteurs, Falcao est en tête avec 12 buts. Suivi d'Edinson Cavani du Paris Saint-Germain avec 8 buts. Mariano Diaz est lui 3e avec 6 buts. Prochaine journée, le vendredi 13 octobre. La 9e journée avec Lyon-Monaco à 20h45. Le samedi 14 octobre, poursuite de la 9e journée avec à 17h Dijon-Paris Saint-Germain. Ensuite, les rencontres auront lieu à 20h. Lille 3, Saint-Etienne-Metz, Guingamp-Rennes, Caen-Angers, Toulouse-Amiens. Et dimanche 15 octobre, fin de la 9e journée avec à 15h Bordeaux-Nantes, à 17h Montpellier-Nice, Strasbourg-Marseille à 21h. Et bien on a terminé pour ce qui concerne la Ligue 1. Le PSG va se déplacer 2 fois puisqu'ils vont à Dijon puis après ils iront à Marseille. C'est ça. Allez, on a terminé avec la Ligue 1. On va enchaîner avec la Ligue 2.
Allez, on passe à la Ligue 2. Si l'ordinateur veut bien fonctionner et ne pas me faire de... Ah, une panne d'ordi? Bah, je ne sais pas, c'est Internet, je sais pas, ça rame sec. Eh bien, Sochaux se déplaçait du côté d'Auxerre. Et on va écouter le résumé de ce match. Hein. Vous savez que le FC Sochaux-Montbéliard s'est incliné 2-0 du côté du stade de la Baie des Champs. Mais on va écouter ce qui s'est passé justement dans cette rencontre. Très belle affiche dans le bas du tableau entre la Auxerre et Sochaux. Le 17e accueille le 15e, deux grands noms du football français séparés par un point seulement et qui doivent absolument accumuler les victoires pour aller voir un petit peu plus haut et se détacher véritablement de la zone rouge. Sochaux qui se présente à l'extérieur avec la pire défense de la Dominos Ligue 2. Un signe n'est pas très encourageant pour les Lyonceaux qui vont s'appuyer sur Adolphe Tekeu, mais également sur Florian Martin, Johan Tousgar, Florian Tardieu le capitaine ou encore Sofiane Daham. Les joueurs de Peter Zeidler vont essayer de faire ce résultat à l'extérieur sans Alphonse et Fuchs suspendus. Bas et Béranguet sont eux blessés. La Auxerre évolue elle avec Jordan Adeoti, Ludovic Obraniak, Mohamed Diatara qui porte le brassard de capitaine. Romain Philippotto est également titulaire. Les premiers en action sont les Sochaliens avec bien sûr Florian Martin. Première opportunité pour Sochaux et la parade peu académique de Zachary Boucher qui récupère quand même le ballon en deux temps. La réponse auxerroise avec cette petite balle dans la surface sortie de Maxence Prévost. Rien d'assez dangereux ni d'un côté ni de l'autre pour l'instant pour voir un but. Auxerre tarde à prendre les devants à domicile. Et les Sochaliens restent bien tranquillement installés dans ce match 0-0 à la mi-temps. En seconde période, il va falloir en faire beaucoup plus pour l'équipe bourguignonne. Elle est en train de relever la tête ces derniers temps, mais il faut insister. Pourquoi pas sur cette balle dans la surface avec une possibilité de ballon en retrait. Le tir de Jordan Adeoti, il est dévié et Maxence Prévost se fait surprendre 1-0 pour la GIA à la 68e minute. Voilà comment Auxerre marque le premier but du match avec de l'initiative mais également un petit peu de réussite. Le tir de Jordan Adeoti est dévié et Prévost ne peut rien faire. L'international béninois inscrit son deuxième but de la saison. Sochaux a encore le temps pour revenir. Ballon boxé par Zachary Boucher, le ballon lui revient. Attention à ses erreurs dans la défense auxerroise, ça aurait pu être payé plus cher. Mais Sochaux n'en a pas profité. Et Auxerre repart à l'attaque. Il ne reste que quelques instants. Sochaux qui a du mal à se dégager. Philippotto n'était pas loin de marquer le but du 2-0. Les Bourguignons ne sont toujours pas à l'abri, les hommes de Francis Gillot qui s'approchent petit à petit d'un nouveau succès. Encore Romain Philippotto à l'initiative. Philippotto qui est excentré, mais il va aller au bout de son action tout seul. Quel but du 2-0 à 3 minutes de la fin. Le but de la victoire certaine pour la GIA. 4e but de la saison pour Romain Philippotto, l'une des recrues qui marche très bien pour le club bourguignon. Giroud peut être satisfait, son club de toujours est en train d'améliorer très largement son classement. Victoire très importante de la Auxerre, 2-0 contre Sochaux. Contre Sochaux, ben oui, 2-0, on était présent, on a tout vu. D'ailleurs, Thomas va nous donner justement les résultats de cette journée en Ligue 2, car je n'ai plus rien sur mon ordinateur, il bug. Moi j'ai la chance d'avoir Internet, alors je vais vous les donner. Tu as de la chance. Valenciennes s'est imposé sur le terrain de l'US Orléans 4-3. Ajaccio s'est imposé à domicile 2-0 contre Bourg-en-Bresse. L'AS Nancy-Lorraine recevait Châteauroux et c'est une victoire de l'AS Nancy-Lorraine 4-1. Niort a vaincu Quevilly-Rouen Métropole Rouen 2-1, c'était à Niort. Lens recevait Ajaccio 2-0 pour Lens. Le Paris FC, prochain adversaire de Sochaux, s'est imposé 2-1 à domicile contre Nîmes. Tours s'est incliné sur sa pelouse 2-1 contre le Stade Brestois. Le Stade de Reims s'est imposé 1-0 contre le Clermont Foot, c'était à Reims. Et puis enfin il reste un match à jouer, ça sera ce soir à 20h45, Le Havre contre Lorient. Eh bien oui, c'était ce qui s'était passé en Ligue 2 et je crois qu'on a un auditeur en ligne. Il s'agit de Lionel, il me semble. Bonsoir Lionel. Bonsoir Fred et toute l'équipe. Bonsoir. Comment ça va Lionel? Aujourd'hui on a un petit triste quoi, hein, la disparition d'Olivier Baudry. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Il nous a attristés. C'est un très bon joueur. Oui. Bon joueur de club. Ouais. Oui, c'est une triste nouvelle aujourd'hui. Ouais. Il y a déjà eu récemment Stéphane Paille, cette fois-ci Olivier Baudry. Il est vrai que le club sochalien
a vécu une année, en tout cas, très difficile avec toutes ces disparitions. Et on s'associe, bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure en ouverture d'émission, hein, on a dédié l'émission de ce soir à Olivier Baudry. Donc, on adresse une fois de plus nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'au club du football club Sochaux Montbéliard, qui est bien évidemment en deuil aujourd'hui. Donc, c'était une émission un peu plus triste qu'à l'habitude, bien évidemment, mais on va essayer de parler de sport aussi et revenir aussi sur Olivier Baudry. Toi, tu l'as vu jouer, Lionel? Oui, j'ai vu jouer, moi. Oui. Comme moi, d'ailleurs, moi aussi. C'est un bon joueur. Hein, Justement, que pensais-tu du joueur qu'il était? Il était très bon, il avait une qualité de passe qui est millimétrée. Hein. C'est un bon gaucher, un bon pied gauche. Hein. Oui, c'est vrai. Il nous a mis des beaux buts ici. Hein. Franchement, c'était un bon. Bah. Ouais. On t'entend très mal. On t'entend très mal, Lionel. Comment? Si, je vous entends. Là. Je vous entends. Alors, si tu peux essayer de parler plus fort, parce qu'on entend très mal. Donc, oui. Il y a à la fois le volume et puis la liaison. Ouais, d'accord. Ouais, je disais, c'était un très bon joueur, Olivier Baudry. C'était un très très bon joueur de club avec une bonne mentalité. Voilà quoi. Alors, tu sais quoi, Lionel? J'ai envie qu'on repasse justement ce qu'on a passé tout à l'heure. C'était le match contre Martigues où il avait marqué et aussi. Il avait égalisé, ouais. Il avait égalisé. Oui, mais on va passer justement l'extrait de ce match et on va écouter le son de sa voix également. Cette fois, ça y est, après 3 années passées en D2, Sochaux retrouve la première division. Pourtant, c'était mal parti hier soir contre Martigues. À la suite de ce corner de Robin, Péterins, le gardien sochalien, se trouve. Pamaro surgit et marque contre le cours du jeu. 10 minutes plus tard, à la suite de ce 1-2 avec Bougère, Olivier Baudry, en bon capitaine, égalise. Puis, Mickaël Isabé donne l'avantage aux Sochaliens, 2-1. Un dernier exploit à mettre au crédit de Péterins qui stoppe un pénalty de Ferrez et propulse les Lions en première division. Le reste se passe de commentaires. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Il reste 41 journées. C'est bien de commencer par une victoire, surtout contre Martigues. Ça fait plaisir au public et ça peut nous mettre en confiance. Hier soir, les canonniers franc-comtois ont frappé un grand coup sur le championnat de D2. Eh bien oui, c'était la voix d'Olivier Baudry qu'on a eu plaisir à réécouter. C'était non seulement un très grand joueur, mais c'était également un très très bon éducateur, car il s'occupait des jeunes au FCSM, il ne faut pas l'oublier également, et quelqu'un de très attachant et de très sympathique. C'est vrai. Allez Lionel, on va parler de ce match du côté d'Auxerre, où on était présent avec Fred, on était en parcage sochalien. En tout cas, le parcage sochalien a animé les tribunes. Ça a été un peu plus compliqué du côté d'Auxerre, avec 20 bonnes premières minutes sochaliennes, on aurait pu inscrire le score. Je sais pas ce qu'il y a après, je sais pas, il y a... On aurait pu, c'est vrai que les 20 premières minutes ont été très bonnes, même Francis Gillot l'a souligné. Francis Gillot a indiqué même que Sochaux aurait pu ouvrir le score. Voilà. C'est toujours pareil. On n'est pas constant. On n'est pas constant, on n'est pas régulier. Pas régulier, ouais. Et on prend surtout beaucoup de buts. 17 en 3 matchs. Hein. Ouais, parce qu'aussi, le problème de défense n'a toujours pas été réglé. Hein. De toute façon, je me demande s'il ne faut pas, au mercato d'hiver, aller chercher 2 défenseurs. Ah, je pense qu'il va falloir, s'il y a bien un secteur à recruter, ça va être la défense, oui. Je pense. Le défenseur, il peut être un attaquant, mais bon, Faneva, il ne joue pas, il est sur le banc, il ne met pas en confiance. Il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a des choix de l'entraîneur que je ne comprends pas, là. Franchement, les choix tactiques que je ne comprends pas. Là. Tiens, je vous donne les buts encaissés là sur le début de saison. Donc Sochaux en a encaissé 23, si je me... Oui, c'est ça. La pire défense de Ligue 2. Pire défense de Ligue 2, 23. Ils en ont mis 13. Donc la différence de but est de moins 10. Donc on est la pire défense. Et puis la seule équipe qui a une différence de but plus désavantageuse que nous, c'est Tours qui est dernier. Ils sont à moins 16. Voilà, même Quevilly qui est 19e n'est qu'à moins 9. Oui, c'est sûr qu'au niveau du terrain... Alors moi, j'ai eu la sensation, on était présent avec Fred à Auxerre. D'ailleurs, on remercie tous les supporters sochaliens qui étaient présents. On remercie le club aussi d'avoir fait en sorte que les places soient gratuites, parce que c'était important. Il y avait quand même du monde en parcage sochalien. On a bien animé cette rencontre. Voilà, tout le monde a bien chanté. Et c'est vrai qu'on l'a entendu même sur Bein Sport. D'ailleurs, un petit coucou à Bein Sport et à Richard Sett qui avait fait un très bel article face à Ajaccio sur les supporters sochaliens. Match, je pense, sur les supporters sochaliens qui avaient
qui avait en tout cas pas lâché dans cette rencontre et ça l'avait surpris, lui qui avait commenté son premier match. T'énerve pas Fred, son premier match à Sochaux. Et justement, on lui a fait un petit coucou depuis Twitter en lui disant que même à Auxerre, on lâchait rien. Et il nous a retweeté, donc je pense qu'il devait être là, pour cette rencontre. Eh bien oui, c'est vrai que ce match... Moi j'ai eu la sensation, alors pour tout dire, j'ai eu la sensation que les Sochaliens en tout cas, ils ont envie sur le terrain, ça se voit, ils ne lâchent pas en tous les cas, mais ça court un petit peu dans le vide. Alors moi c'est la sensation que j'ai eue. Alors je ne sais pas si tout le monde a eu la même sensation, mais c'est un petit peu ça que j'ai ressenti dans cette rencontre. Est-ce que tu as ressenti la même chose, Lionel? Ouais, j'ai ressenti la même chose. On court un peu n'importe où, c'est un peu désordonné, quoi. C'est désordonné. Après, c'est vrai que c'est dommage. Puis on a un milieu de terrain qui perd trop de ballons, fait trop de passes à l'adversaire, on fait. Puis toujours les mêmes erreurs défensives. Non, ça peut pas. Pour moi, la saison va être très compliquée. Elle va être très compliquée. On va jouer le maintien, hein. Ce coup-là, c'est clair. De toute façon, si on descend pas en national, moi j'ai bien peur. Bon, après, on n'est pas encore en national, mais. On sait pas. Oui, après ça peut aller vite, mais bon, après, je pense pas. On a quand même. Moi, je te dis, j'ai une équipe très. Pour moi, on est faible. Pour moi, on est faible. On s'est affaibli encore. Par rapport à l'année dernière, on est encore plus faible. Bon, je pense pas qu'on soit si faible que ça. On a fait des bons matchs contre Lens. Donc il n'y a pas de raison. Cette équipe, il y a quelque chose qui s'est peut-être cassé. Je sais pas. Certains joueurs ne sont plus en confiance. Peut-être qu'il y a ça aussi. Je sais pas. Paneva n'est pas en confiance. Tousgar, il n'a pas mis un but. On n'a pas d'attaquant, quoi. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre la même composition d'équipe que la saison dernière, du temps d'Albert Cartier? Par exemple, Faneva et Tousgar, ils étaient associés devant, souvent dans les entrées de match, avec Martin un petit peu derrière. En défense, il y avait, si je ne me trompe pas, TQ et Augier. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à ce qui a marché la saison dernière, justement, parce que c'était un peu les mêmes joueurs? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être remettre la charnière centrale TQ et Augier, parce qu'ils sont complémentaires les deux, quand même. Ils ont fait quand même une bonne première partie de saison. Oui, c'est vrai. C'est complémentaire. Parce que pour moi, Ruiz, ça ne va pas derrière. Il est trop lent. Il est dépassé. Quand il a un attaquant rapide sur lui, il est dépassé. Disons que c'est vrai qu'on a encaissé. Non, ça va pas. Il a eu des difficultés au marquage, notamment contre Ajaccio, notamment peut-être pas forcément contre Auxerre, parce qu'il n'est pas le seul. Il faut quand même aller chercher au moins un défenseur central. Oui, le problème, c'est que le problème du mercato, c'est on va arriver au mercato, on a peut-être des joueurs comme Florian Martin si on est à cette position, voire un peu plus haut, mais pas forcément dans les premières positions, parce que pour le moment, il ne faut pas y penser. Mais des joueurs qui vont sûrement quitter le club, parce que ça m'étonnerait que Florian Martin n'ait pas de proposition au mercato. Donc ça va être compliqué aussi à gérer, parce que des joueurs vont peut-être arriver. Encore faut-il avoir les moyens aussi de recruter. Et ça, c'est l'actionnaire qui va le décider. Mais... Puis là, on ne sait rien. Il y a 18 contrats. Oui, c'est pareil. Il y a 18 contrats. Oui, il faut faire quelque chose. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sous contrat, qui ne savent pas où. En fait, on a l'impression que dans le club, on ne sait pas trop où on va, quoi, concernant les joueurs, concernant le projet du club. Le projet du club qu'on ne sait toujours pas à l'heure actuelle ce qu'il est en tous les cas. Et prochain match dans 2 semaines, messieurs, contre le Paris FC, ça va être aussi un match important. Enfin, tous les matchs vont être importants cette fois-ci. Maintenant, Fedler, il ne faut pas qu'il le perde, celui-là, parce que là, je pense qu'il sera sur la sellette. Après, c'est sûr que c'est le métier des entraîneurs, comme on le disait tout à l'heure, comme on l'a rappelé d'ailleurs avec Pascal Duprat l'a rappelé tout à l'heure. C'est un métier fait d'exigences, mais surtout avant tout. Les entraîneurs sont tout le temps sur la sellette. Il faut des résultats. Si tu n'as pas de résultats, forcément, tu es sur la sellette. Donc c'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, on l'a senti dans l'interview d'après-match de Peter Zedler. On sent qu'il était un petit peu tendu au début, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais en tout cas, on lâchera quand même pas cette équipe sochalienne, parce qu'on sera toujours derrière. Il y a quelque chose encore qui ne va pas dans l'équipe. Il y a encore quelque chose qui empêche d'aller de l'avant. Moi, je pense qu'il y a encore... Tu penses qu'il y a quelque chose, à quel niveau? Au niveau vestiaire? Au niveau... Oula! Oh là, il y a un souci, là. On n'entend plus grand-chose, là. Ouais, je t'entends, Fred. Là. Ouais, là, c'est mieux. C'est un peu mieux. Moi, je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose.
D'accord. Au niveau de l'entente dans le vestiaire Bah, je sais pas trop, mais en tous les cas, il va vite falloir se remettre la tête à l'endroit. Et il y a un match ce vendredi qui aura lieu du côté du stade Léo Lagrange face à cette équipe de Dijon. Et peut-être que ce match peut apporter aussi de la confiance. Il ne faudra aussi pas encaisser de but, c'est important, même si ça reste un match amical. l'entraînement. Ça travaille pas assez, loin de but, l'entraînement. Ça travaille pas assez. Et Peter, il les reprend pas assez. Il faut les reprendre, les gars. Il faut les reprendre quand ça cadre pas. C'est grave, quand même. Bah après, c'est son management. Bah, après, moi, je les vois souvent, l'entraînement. Je vois comment ça se passe. Oui, bah, je me doute. Pour moi, c'est pas... Moi, quand j'ai vu... Toi, tu as l'impression qu'il ne travaille pas assez. Moi, je veux te dire, Fred, quand j'ai vu les entraînements de Guy Lacombe, d'Alain Perrin, de Jean Fernandez, c'était un niveau bien au-dessus. Ou d'Hervé Renard, même. C'était autre chose. C'était autre chose. D'accord. Et pourtant, le foot, depuis là, il a évolué. Et quand même. Il faut les reprendre à un moment donné. Non. Il y a des choses qui vont pas. Bah écoute, on espère que Peter Zedler les reprendra. En tout cas, on aura plaisir à le retrouver ce vendredi du côté du stade Léo Lagrange pour le match entre Dijon et Sochaux. On espère que les Sochaliens n'encaisseront pas de but, car il faut en ce moment se rassurer défensivement. Eh bien, on te remercie Lionel pour cet appel, et puis on se retrouve très prochainement. Ouais, on se retrouve, bien sûr. Eh ben oui, bien évidemment. Au 13, alors. Eh bien, à bientôt Lionel. Merci de ton appel. Eh ben, c'était Lionel, fidèle auditeur, qui nous disait, lui, qu'à l'entraînement, il trouve que ça ne travaille pas assez. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec lui? Quelles sont vos solutions, justement, pour aider cette équipe sochalienne pour justement qu'elle arrive à se rassurer déjà défensivement, parce que c'est déjà là le souci. On encaisse un petit peu trop de buts. Et on va écouter justement la réaction de Peter Zedler à la fin de cette rencontre face à Auxerre. Oui, si je me rappelle bien, on a les deux premières occasions, c'est nous. Alors frappe de Martin, après Tousgar seul devant le but. Après, j'ai vu comme vous, c'était équilibré. Je sais qu'on peut mieux jouer, mais on n'avait pas toujours le contrôle. Mais après, je crois 0-0 à la mi-temps, c'est OK. Après, en deuxième mi-temps, de nouveau, une très très grande occasion seul devant le but, Tousgar. Et après, comme en première mi-temps, on peut mieux jouer. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de contrôle, mais on se dirigeait, je crois, vers un match nul. Après, il y a cette frappe déviée, 1-0. Et après, parfois, ils ont montré leurs qualités qui sont là, clairement, pour les contres. Et nous, on n'était plus capable de réagir. À la fin, Faux-Martin était aussi blessé. Comme ça, on a dû terminer le match à 10. Et après, c'est 2-0. Bon, on aurait mérité mieux, c'est clair. Surtout avec les occasions qu'on s'est créées. Mais bon, alors félicitations à Auxerre pour cette victoire. Félicitations à Auxerre pour cette victoire. Bon, première mi-temps, comme je l'ai rappelé, on n'a pas quand même vu grand-chose, mais à part 20 bonnes premières minutes sochaliennes. Et ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais on est avec Kevin, c'est bien cela? Bonsoir Kevin. Bonsoir. Comment ça va Kevin? Oula, pas très bien. Bon alors, toujours déjà un petit mot. Je pense que tu as vu cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui avec le décès d'Olivier Baudry. On a perdu encore un bon joueur qu'on a bien connu. Oui. Tu l'as connu, toi? Tu l'as vu jouer, tu l'as vu évoluer sur le terrain? Oui. Tu l'as pas vu jouer, d'accord. Tu étais tu es sans doute plus jeune. Oui, il sera quand même dans notre cœur. Il a quand même joué dans notre cœur. Alors, il a quand même joué à ce soir. C'était pour ça qu'on a fait pour lui. Il a joué 10 ans, comme je disais tout à l'heure, de 91 à 2000. Donc ça a été un très bon joueur et quelqu'un de très sympathique et très attachant. Et en tout cas, on est très, comme je disais tout à l'heure, on est très triste ce soir quand on apprend. Comme on dit, c'est hommage à la famille. Hein. Exactement, il fait partie de la famille. Tu as tout résumé, Kevin, c'est tout à fait ça. Il fait partie de la famille. Il fait partie de la grande famille sochalienne. D'ailleurs, c'est peut-être pas l'endroit, mais je réitère la chose au club. Ce serait bien qu'on baptise justement les tribunes de Bonal, parce que tribune populaire, tribune latérale, c'est bien, mais ça serait bien qu'on les associe à quelques grands noms du club aussi également, qui sont passés par Sochaux, et Olivier Baudry en ferait partie assurément.
Et pour revenir au match, Kevin, tu as suivi ce match entre Sochaux, entre Auxerre et Sochaux? Je l'ai suivi à la télé. Tu l'as suivi à la télé. Bon, déjà, est-ce que le parcage socialien a fait beaucoup de bruit? Ouais, c'est ça, je suis parti à Sochaux. Je suis bien content qu'ils ont fait le déplacement pour encourager Sochaux. C'est un peu normal qu'on est toujours derrière eux. C'est vrai. Il faut être présent, toujours derrière le club. Quand on supporte un club, il faut être là pour les bons, mais aussi également pour les mauvais moments. Les bons moments, il faut toujours être là pour les encourager. Exactement, tout à fait. Tu as tout à fait raison, Kevin. Et en plus, il y avait du monde dans ce parcage socialien. D'ailleurs, vous pouvez revoir les vidéos qu'on a faites justement de ce parcage. Oui, les vidéos, on partagé aussi. Comment? Il y a un copain qui y était. J'ai pas entendu, Kevin. Oui, les vidéos, les ai vues, les ai partagées aussi. D'accord. C'est très bien, en tout cas. Voilà, qu'un maximum de monde les voit. Quand je suis parti de Sochaux, je suis grâce à la vie à la mort, comme on dit toujours. Et on peut dire un petit mot aussi, c'est pas forcément très bien aussi également avec le bus du supporter club qui a été caillassé. C'est plutôt vraiment scandaleux. En fait, nous on l'a vu parce qu'on allait pour reprendre, je dis tout, on allait pour reprendre l'autoroute pour repartir sur Besançon. Et on a vu ce car arrêté. On a tout de suite pensé que c'était un car du supporter socialien. Moi, je trouve ça très dommage que des supporters aussi qui caillassent un bus, ça sert à rien du tout. Oui, c'est complètement gratuit et complètement stupide. On peut le dire. Maintenant, ils ont fait ça à Auxerre, Auxerre va venir à Sochaux, Sochaux, ils vont faire pareil. Après, je ne sais pas, après, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est malheureux. En plus, il y a eu 2 personnes de blessées, ça a choqué beaucoup de monde. Et il y a des gens qui n'ont, comme le disait Jean-François Bonnet, le président du Supporter Club, qui n'ont peut-être pas forcément envie de revenir justement en parcage et tout. Donc, c'est toujours navrant de voir ça, parce qu'en plus, mais ce qui veut... Ils attaquent le but du Supporter Club, mais ça ne sera pas le but des joueurs acteurs. Après, apparemment, ils se sont trompés de bus, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais enfin, peu importe, c'est tout simplement navrant et stupide. Allez, on va fermer la parenthèse en espérant que du côté du Supporter Club, tout le monde va très bien. Les 20 premières minutes de Sochaux, ils ont fait un super beau match. Oui, tout à fait. Et puis d'un coup, tout le moment, non, Sochaux a laissé tomber le jeu. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que... C'est vrai qu'à la mi-temps, Sochaux peut mener aussi au score. Je n'ai pas forcément trouvé un Auxerre. Je me dis que à la mi-temps, Sochaux mérite de gagner au moins 2-0 à la mi-temps. Oui. Bon, après, je ne sais pas s'ils méritent de gagner 2-0, mais ils peuvent mener 1-0 sans problème. La frappe de Martin, que le gardien l'enlève, voilà, Martin est un très bon joueur, il met une belle frappe. Oui, il y a les occasions de Tousgar aussi. Il a des occasions. Tousgar devant, il faut qu'il applique encore un peu, c'est ça le souci. Il faut qu'il se couvre un peu le chemin du car. Donc là, il bouffe des occasions qu'il ne doit pas bouffer. Alors après, on en parlait avec Lionel tout à l'heure. Est-ce qu'il faut, comme la saison dernière avec Albert Cartier, le réassocier avec Faneva devant et remettre notre axe central qui était Tequieux-Ogier, justement, bon, sans forcément être sûr que ça va marcher, parce qu'on est tous un petit peu entraîneurs ou sélectionneurs, comme on peut dire. Il faut mettre Renan Silva avec Soukdar. Comment? Devant, il faut mettre Renan Silva et puis Soukdar et puis avec Martin derrière, en récupérateur. Oui, pourquoi pas, c'est une solution. C'est un peu ce qu'il y avait la saison dernière. Et puis faire rentrer peut-être Kalulu pour moi, ça serait peut-être un bon joueur qui pourrait marcher. Oui, aussi, c'est vrai que l'entraîneur Peter Zedler, il va falloir qu'il trouve des solutions, mais on peut-être qu'il... Ça fait peur quand même, avec 17e de Ligue 2, ça fait peur. Oui, ça fait peur, et c'est vrai que pour le moment, il faut se rassurer défensivement déjà, ne plus prendre de buts. Et aller de l'avant, c'est bien quand on a l'équipe. Ouais, aller de l'avant, d'accord, c'est super bien d'aller de l'avant. Mais après, pour aller de l'avant, il faut avoir une ligne de guerre pour défendre. Exactement, il faut déjà avoir une bonne défense. Et c'est un peu ce que préconisait. Comme devant, c'est facile, mais après, venir derrière, il faut que vous veniez descendre derrière. Exactement. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et si on marque pas dans les premières minutes, et bien ensuite, on n'est pas à l'abri d'un contre. Et c'est ce qui s'est passé un peu au Auxerre avec ce deuxième but. On a besoin d'Auxerre. On mérite de marquer. Boum, un coup derrière, boum, on se punit. Oui, ballon contré par Tequieux, une frappe contrée par Tequieux, ça finit au fond. Et puis le deuxième but, c'est un festival, Philippe Otto. Les amis, c'était pas la faute du gardien, mais après le gardien, il est pas rien non plus, Coco. Il est contré, la balle est contrée, donc il est sur ses appuis. Après, c'est pas facile pour lui, pour aller récupérer un ballon comme ça. Oui, c'est pas facile pour le gardien, parce que pour le moment, il prend beaucoup de buts et sa défense n'est pas irréprochable non plus. Mais la défense, ça ne concerne pas que les défenseurs, ça va de l'attaque, du milieu de terrain jusqu'aux défenseurs. C'est tout le monde qui doit être concerné pour défendre. Après, dans un match, voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
Oui, c'est ça. Sochaux va se reprendre. On est persuadé. De toute façon, on est toujours derrière le club. On était là à Auxerre en parkage. On sera encore derrière le club. On ne lâche pas son club. Comme on dit, il faut toujours être heureux. Hein. Exactement. On connaîtra des jours meilleurs, on l'espère en tout cas. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs saisons où Sochaux végète. Mais finalement, quand on regarde pour le moment, la saison n'est pas terminée avec Peter Zedler. Mais pour le moment, celui qui a eu les meilleurs résultats, c'est quand même Olivier Chouafny en étant à la 10e place. C'est vrai, quand on veut si on fait un bilan comparatif, pas avec Peter Zedler parce que la saison n'est pas encore terminée et on sait très bien qu'en football, tout peut aller très vite, tout peut s'enchaîner très vite. Mais il faut surtout que cette équipe garde confiance et reprenne de la confiance. C'est la plus mauvaise défense de Ligue 2. Oui, pour le moment, c'est la pire défense, pardon, c'est la pire meilleure, ça se dit pas. La pire défense des Ligue 2. Déjà quand même 17 buts encaissés à Bonac quand même. Oui, 17 buts encaissés. Allez, on est à 17 buts encaissés. C'est ce coup-là, 5 contre là, 2 là. Voilà, cette fois-ci, je pense qu'il faut fermer la porte à double tour, jeter les clés dans la rivière. Ou comme ça, en défense, il serre un peu la défense. Alors qu'à moi, il a fait travailler à peine plus. Il faut changer des choses. Après, que ce soit en défense, après ça, c'est l'entraîneur qui jugera. C'est pas l'entraîneur, après, c'est lui qui décide. Après, voilà. Oui, c'est l'entraîneur qui décide, qui décidera ce qui sera le mieux pour cette équipe Sochaux-Lens. Mais on aura déjà peut-être un aperçu contre Dijon ce vendredi du côté du stade Léo Lagrange. On espère que Sochaux se rassurera définitivement. Peut-être y aller. Eh ben, on l'espère en tout cas. Est-ce que tu veux une place Il y en a des places à gagner. Tu veux y aller Tu y vas Oui, Kevin Oui. Tu vas au match vendredi C'est combien? C'est le 28 Alors, vendredi, on sera... Oh non, on sera pas le 28 là. On sera le 6. Le 6, là, on n'est pas déjà à la fin du mois là. Ouais, non, c'est bientôt. T'as une semaine dans le passé, Kevin. Voilà, c'était la semaine dernière, le 28. Alors, est-ce que tu seras présent le 6 Oui. Donc, je t'offre une place alors. Ouais. Bon, écoute, je t'offre une place pour aller voir Sochaux. Pour aller voir Sochaux-Dijon, non? Parce qu'on est en Franche-Comté, on est à Besançon. On va dire Sochaux-Dijon. Ça marche? Ça marche. Eh bien, écoute, Kevin, on te remercie de ton appel et tu repars avec une... Et puis la part, pourrait la savoir comment? Alors, je t'expliquerai tout ça hors radio. Ça te va? Ok, ça marche. Ne t'inquiète pas, tu sauras où la prendre, il n'y aura aucun souci là-dessus. Ok, ça va, merci. De rien. Allez, bonne soirée, Kevin, et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt, bonne soirée. Et si vous voulez faire comme Kevin, il y a des places à gagner, on vous l'a dit tout à l'heure. Il y a des places pour Sochaux Paris FC. Et puis aussi, il y a des places pour aller voir Sochaux-Dijon ce vendredi du côté du stade Léo Lagrange. Coup d'envoi, on vous le rappelle, à 19h. Eh bien, cette fois-ci, on va parler toujours de Sochaux, bien évidemment. On ne quitte pas le sujet, mais on va parler des jeunes joueurs du FCSM avec Alexis De Freitas qui va nous dire ce qui s'est passé ce week-end, car je crois qu'en National 3, Sochaux était exempt, il me semble. Ils joueront ce mercredi face à Pontarlier. Mercredi 4 octobre, si je ne me trompe pas. Et le FC Sochaux Montbéliard, l'équipe 2, jouera du côté de son stade. Mais ça sera face à Pontarlier. Jingle. La jeunesse du FCSM. Alexis De Freitas. Je vais me faire greffer le neurone jingle parce qu'à chaque fois je l'oublie. C'est vrai, hein, c'est terrible. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Voilà, c'est comme le début de saison. Des fois on oublie le ballon. On est défenseur, on oublie le ballon, à but. Et moi c'est pareil. Le jour où tu y penseras, Sochaux gagnera. En tout cas j'espère. Je vais vite y penser alors. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Écoute, ça va parfaitement bien. Alors, tu vas nous parler un peu des équipes de jeunes du FCSM, parce que je crois qu'en National 3, Sochaux était exempt ce week-end. Voilà, c'est ça. Donc, pas de match pour l'équipe réserve qui était exempt pour cette journée. En revanche, on avait les U19 et les U17 qui avaient match, et les U15 n'avaient pas match également. Donc, pour parler un peu des rencontres, en U19, on jouait la 7e journée. Sochaux recevait l'ASM Belfort dans un match assez attendu. C'est un match où l'on a pu voir un 11 en 4-1-2-3 avec l'héritier au cage, Nsakala, Sankoun, Moltenis en défense, donc Moltenis qui était le capitaine de cette équipe. Devant Njaziri, Warhol, Zepeki, Bariki, City, D'Ambrosio,
complétait le 11. Pour parler du contenu, eh bien, Sochaux va faire une très bonne entame en ouvrant le score rapidement au bout de 5 minutes de jeu. Une tête de Jordan D'Ambrosio sur un corner de Zepeki. On en est à 1-0 puis 2-0 rapidement. 2-0 avant les 10 minutes de jeu avec une tête de Boris Moltenis sur un service de Romain-San. Boris Moltenis qui a inscrit un nouveau but, ce défenseur central qui est déjà 2 têtes à 4 buts, si je ne me trompe pas. C'est le meilleur buteur de notre catégorie, de toute façon. Derrière, je ne sais pas si on va se relâcher un peu ou si Belfort va pousser pour réagir. Mais derrière ces 2 premiers buts en 10 minutes, on va un peu plus souffrir. L'Héritier va sortir une belle parade avant de remporter un face-à-face devant l'attaquant de Belfort. Belfort qui va logiquement réduire le score et va être tout proche d'égaliser. C'est sans compter sur l'Héritier qui remporte un nouveau face-à-face. Sochaux va avoir la balle du break avant cette première mi-temps, mais Romain-San va buter sur le portier adverse. On en est donc à 2-1 à la mi-temps. Bariki va rapidement faire le break pour l'équipe sochalienne. Donc 3-1 dès le début de la deuxième période sur une frappe repoussée. Bariki opportuniste conclut dans les cages vides. Belfort va pousser. 3-1, Belfort n'abdique pas. Et va buter sur l'Héritier, puis sur la barre transversale de notre portier. 3-1 toujours. Le Sueur va rentrer en cours de jeu. Les entrées de Gabin Lambolet et Tony Le Sueur vont nous faire du bien, puisque Tony Le Sueur va inscrire le 4e but de notre équipe sur une nouvelle passe décisive de Zepeki. Alors que le match va se clôturer par un dernier but sochalien, donc dans le temps additionnel. C'est Hugo Warhol qui va accentuer le score à 5-1 sur un service de Mehdi Bariki. Donc un match avec un score large qui ne reflète pas forcément la physionomie, puisque Belfort a eu des opportunités, n'a jamais abdiqué. Ça fait mal pour cette équipe de Belfort, mais une très belle performance pour Sochaux qui se repositionne dans le classement, puisque nous sommes 5e avec 11 points, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 11 buts pour, 4 buts contre et un plus 7 de différence de but. Côté U17, puisque c'était le dernier match de ce week-end, on jouait la 6e journée et avec un déplacement à Aubervilliers, donc contre la jeunesse Aubervilliers. Un déplacement pas forcément facile, c'est jamais facile de gagner là-bas. Pour ce match, on joue en 4-4-2, donc système habituel en U17 avec bonne main au cage, Dianadi, Boubiala, Soumaré en défense, Agoumé, Ndiaye, Pélissard, Jazougué et Guerre Kosambia complètent le 11. Pas réellement de surprise dans cette composition. Au niveau du match, une grosse entame de la jeunesse d'Aubervilliers. Je suis pas vraiment surpris, je joue devant leur public, c'est toujours des déplacements compliqués. Ils vont d'ailleurs être récompensés et ouvrir le score à la 25e. De notre côté, on n'y est pas trop, on passe à côté de cette première mi-temps, mais on va quand même avoir la chance d'égaliser par Jésim Pélissard sur une défense approximative. J'ai trouvé des largesses dans la défense, pourtant Aubervilliers avait le match en main. Donc c'est tant mieux pour nous puisqu'on égalise avant la mi-temps. À la mi-temps, on en est donc à 1 partout et on va faire une deuxième mi-temps de qualité. Le coach qui a remobilisé les troupes, autant la première mi-temps on était pas sympa à côté, autant la deuxième on est intéressant et on va logiquement être récompensé d'un nouveau but. C'est Pélissard qui va inscrire un doublé à la 70e sur un service d'Agoumé. On en est à 2-1 et on va même être tout proche de faire le break. On aura notamment 3 grosses situations en fin de match qu'on ne va pas conclure, hélas. Mais ça suffit pour ramener 3 points précieux d'un déplacement compliqué à Aubervilliers. Donc, une victoire pour le 17 Sochalien qui se repositionne également au classement, même s'ils ne sont que 8e, mais on sait qu'ils ont eu un début de saison compliqué. Et donc, on en est à 9 points, 3 victoires pour 3 défaites, 10 buts pour contre 9 buts contre. On est donc à une différence de buts positive de plus 1. Donc, un week-end qu'on peut conclure avec 2 victoires en 2 matchs, 2 belles performances et qui permettent à nos U19 et U17 qui avaient eu des débuts laborieux de se repositionner dans le classement et d'espérer quand même une bonne saison malgré qu'on pensait que ça serait compliqué avec ce début de saison difficile. Eh ben, c'est une bonne chose pour ces équipes sochaliennes. Allez, je voulais conclure avec, je pense que tu l'as bien connu, Olivier Baudry, dans les équipes de jeunes, notamment il s'occupait des équipes de jeunes du FCSM. Bah oui, Olivier Baudry, donc oui, j'ai appris la nouvelle ce matin. Oui, comme tout le monde. Je n'étais pas vraiment surpris puisque je connaissais
sa maladie, puisque je connaissais son fils, Tim Bonnery. Donc Tim Bonnery qui était, pour ceux qui ne le connaissent pas, au centre de formation et qui est parti cet été. Il est parti à Strasbourg notamment. Et il était en U15, notamment. Il avait fait les classes en U15 à Sochaux. Donc c'est pareil, c'était un très bon joueur, un attaquant. Et c'est vrai que j'avais appris ça. C'est vrai que ça n'allait pas forcément fort, puisque quand ça allait mieux, après ça chutait, c'était un peu en dents de scie. Donc c'est vrai que déjà c'est pas facile. Et Olivier s'épuisait forcément avec les traitements et la maladie. Donc c'est vrai que c'est une très mauvaise nouvelle, une très triste nouvelle pour le club déjà, puisque c'était une bonne personne, un très bon joueur et aussi un très bon éducateur, tu l'as dit, puisqu'il n'a pas fait que entraîner, il a aussi encadré les jeunes, notamment donné des conseils et aider dans l'évolution des jeunes, et même dans leur culture. Donc c'était vraiment une très bonne personne et on l'a vu notamment dans les réactions des joueurs de toute génération. Pas qu'une simple génération, toute génération. J'ai fait pas mal de retweets moi sur la vie des joueurs et c'est vrai que c'est vraiment une très triste nouvelle, tant c'était une bonne personne sur le sportif mais aussi côté humain. Et c'est vrai que oui, je suis très heureux d'avoir eu la chance de le connaître. C'était vraiment une personne remarquable. Oui, c'est quelqu'un de très attachant et on souhaite bien sûr beaucoup de courage à Tim Bonnery ainsi qu'à sa famille et à ses proches. Eh bien, on te remercie, Alexis de Freitas, pour toutes ces précisions. Bon, on ne se retrouve pas la semaine prochaine, parce que comme c'est un week-end pas Coupe de France, en équipe de France, c'est pas pareil. Et Coupe de France aussi. Oui, et Coupe de France aussi également, on en parlera. On se retrouvera la semaine d'après, donc on parlera également de Sochaux Paris FC, en espérant une victoire sochalienne. Eh bien, bonne semaine à toi, Alexis, et puis à dans 15 jours. Bonne semaine à vous. À dans 15 jours. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Bonne semaine. Eh bien, c'est Alexis de Freitas qui nous rappelait justement les résultats des équipes de jeunes du FCSM. Et cette fois-ci, eh bien, on va parler de ce qui s'est passé en Franche-Comté avec du football, du handball également. Mais ça, c'est avec notre ami Frédéric Fitch qui nous a concocté un menu. Je serai l'honneur de le dire. Oui, bah après en handball, il n'y a que les garçons qui jouent ce week-end. Bon, on peut dire de match nul du GBDH contre à Célestat, 25 partout. Oui, bon, on en parlera, on donnera le classement également et déjà des résultats. Et le prochain match. Donc, allez, on commence par quoi? Du football, je suppose. De la Nationale 2, donc c'était la 7e journée dans le groupe B. Et ça s'est moyennement passé pour nos deux clubs franc-comtois en lice, puisque Jura Sud et Raon l'Étape ont fait match nul 2 buts partout et Belfort a perdu à Monceau 3-2. Au classement, Jura Sud est 6e. Dur pour Belfort en ce moment. Très dur pour les hommes de Maurice Goldman. On espère qu'ils vont se reprendre rapidement. Donc, au classement, Jura Sud est 6e avec 10 points et Belfort est 10e avec 9 points. Donc, ils n'ont qu'un point de retard sur les Jurassiens. Prochaine journée, ce sera le 14 octobre. Vas-y, continue. Jura Sud se déplacera à Yzeure et la SM Belfort qui recevra le Puy-en-Velay. Ne vous inquiétez pas, c'est la valise RTL. On a gagné le gros lot. Je crois que c'est Bernard, il me semble. C'est la valise, peut-être. On va passer à la Nationale 3. Alors, vas-y, te laisse pas. Sur le Racing Besançon qui s'est imposé au SC Clémenceau. Et aussi à noter que Saint-Vite a perdu à Guignon 1-0. Que le Besançon Foot s'est imposé à Jura Delois 2-0. Le CA Pontarlier a battu à Vallon 1-0. Bon, pas de match pour la réserve du FCSM puisqu'ils étaient exempts. Alors au classement, Pontarlier continue son sans faute. Il est deuxième avec 15 points derrière Dijon. Donc il fait la réserve du DFCO. 5 victoires d'affilée. Hein. Ouais, comme la réserve du DFCO qui est leader. Oui. Ensuite, le Racing est troisième avec 11 points. 3 victoires de nul. Oui, c'est ça. La réserve du SCSM est 5e avec 9 points, mais avec un match en moins, puisqu'ils étaient exempts ce week-end. Le Besançon Foot remonte à 7e place avec 7 points. En revanche, pour Saint-Vite, ils sont 11e avec 3 points. Et l'SC Clémenceau est dernier avec 1 point et un match en moins, puisqu'ils étaient déjà exempts à la première journée. La prochaine journée, c'est déjà la 6e journée, c'est après-demain soir, déjà, à 20h. Alors, pour commencer, le match entre Avalon et le Racing Besançon n'aura pas lieu. Il a été reporté à une date ultérieure
pour cause d'éclairage nocturne. Ah oui, il n'y a pas de lumière du côté d'Avalon. Ils n'ont pas payé la facture depuis des mois. Non, je plaisante bien évidemment. Voilà, faute d'éclairage. Ouais, le stade n'est pas équipé d'éclairage, donc il faut jouer. Bah oui, c'est vrai que sans doute reporté un samedi ou un dimanche après-midi. La donc nuit, affaire à suivre. Oui, la nuit tombe plus tôt, donc forcément, il faut un petit peu d'éclairage. En attendant, le Racing Besançon a un match samedi en Coupe de France face à Jura Sud, justement. Eh bien oui. En plus, c'est sur place, à Jura Sud en plus. En attendant aussi, donc ce mercredi, Selongé recevra Jura Dolois. Le Besançon Foot recevra Guignon. L'US Saint-Vite recevra la réserve auxerroise de la JOCR. Le SC Clémenceau recevra la réserve de Dijon et la réserve du SSM, donc dans le derby face au CA Pontarlier. Eh ben, je pense que tu as été complet. Oh, oui. T'as rien oublié? Non. Allez, juste pour vous dire, pour vous donner les infos, côté handball, parce qu'il n'y a pas que le ballon rond aussi en Franche-Comté. On a des équipes de handball qui sont dans l'élite, avec à savoir le SBF qui n'a pas disputé de match ce week-end, qui disputera un match le 8 octobre à partir de 16h. Le SBF sera en déplacement du côté de Nantes, donc on espère une victoire pour les filles de Raphaël Tervel et Sandrine Mario Delers. Côté garçon, le Grand Besançon du handball se déplaçait du côté de Célestat pour affronter son ancien entraîneur, Christophe Viennet. Et ça a fait match nul 25 partout. Les Bisontins ont décroché le match nul sur un tir de Lucas Breklajic. Bon, j'espère que je l'ai bien prononcé. Je ne suis pas certain. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. En tout cas, dans les dernières secondes de cette rencontre. Et ça a fait 25 partout. Et il y aura encore un match, encore un déplacement pour les Bisontins. Ce sera le 6 octobre. Donc si vous êtes du côté de Dijon ou même à Besançon, vous pouvez vous rendre à Dijon. C'est pas très loin. Il faut 45 minutes en voiture par l'autoroute. Soutenir les Bisontins. Ce sera donc, je le rappelle, le 6 octobre à partir de 20h, bien évidemment. Et pour revenir justement, Fred, comme tu en parlais tout à l'heure, on était au match Racing Besançon-Clémenceau où il y a eu beaucoup de buts. Ils m'ont donné beaucoup de travail pour le montage ensuite. Donc c'est très bien. Il faut des buts aussi. Il y avait beaucoup de monde dans le stade, pratiquement 1300 spectateurs. 1300 personnes, donc c'est très bien. Le score, le Racing Besançon a battu le SC Clémenceau 5-2. Un score sévère car le SC Clémenceau a démontré de très belles choses, de bonnes phases de jeu. Et on va écouter justement Mohamed Bentahar qui a inscrit un quadruplé. C'est assez rare. C'est très rare. C'est très rare un quadruplé. D'ailleurs, c'est même une de mes questions. Je lui ai demandé s'il avait gardé le ballon du match comme ça se fait ailleurs. Mais non, donc le ballon, je l'avais gagné à la tombola. Donc c'est vrai qu'il ne pouvait pas l'avoir. Non, je plaisante. Mais le ballon était donné pour la tombola. Et on va écouter justement Mohamed Bentahar. Avec Mohamed Bentahar, on est avec Alexandre Pep, on est avec Sébastien Caleras après cette victoire face au SC Clémenceau 5-2. On va déjà commencer par le buteur du soir, auteur d'un quadruplé face au SC Clémenceau. Alors quelle est ton analyse, Mohamed, justement sur cette rencontre? Un début de match compliqué, ensuite vous avez géré et finalement vous êtes imposé largement. C'est ça, comme vous venez de le dire, le début de match n'était pas compliqué. 10-15 premières minutes, comme l'a dit le coach, on a su aller les chercher, on a su jouer. Après, on a marqué le penalty quand il y a eu leur première occasion, qui nous a mis un peu en danger. C'est là où on s'est un petit peu relâché. D'ailleurs, il n'y avait pas de raison de se relâcher. Et du coup, on a commencé à moins jouer, moins poser le ballon, même s'il y a eu quand même des bonnes phases de jeu, malgré tout. Donc au final, on marque quand même 5 buts, faut pas l'oublier. On arrive quand même bien à attaquer, même si on prend 2 buts sur 2 actions qu'ils ont. On prend 2 buts sur des centres qui nous a, on va pas dire qui nous a mis pas bien, mais bon, c'était presque pareil. Donc pour la première mi-temps, c'est ça. Après, au retour des vestiaires, on a discuté un petit peu. On s'est remis en question, on a discuté entre nous et on est rentré sur le terrain en deuxième mi-temps comme le début de la première mi-temps. Et on a enchaîné par des actions, des buts. Et voilà.
Ce qui a fait la différence justement ce soir, c'est ce but aussi, ce pénalty à la 19e minute, vous avez marqué au bon moment, et aussi ce but à la 43e. C'est sûr que le premier penalty, c'est sûr que quand on a marqué le penalty, ça les a découragés un petit peu. Et nous, ça nous a mis en confiance. Par la suite, on a bien déroulé avec des actions. On aurait pu finir bien plus d'actions qu'on a eues. On aurait pu marquer beaucoup plus de buts. Et comme je vous ai dit, c'est le premier but qui nous a reboosté. Par la suite, le deuxième, le troisième arrive. Et on a bien fini le match. À titre personnel, c'est une belle soirée pour toi avec ce quadruplé. Bon, généralement, on garde le ballon du match à la fin, non, quand c'est ça. Là, je sais pas, j'ai pas vu la couleur du ballon, à part sur le terrain. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est ce qui compte après en dehors. Mais ouais, ça fait toujours plaisir de marquer autant de buts. De toute façon, j'étais sur ma lancée. J'avais marqué le match d'avant en Coupe de France et le match de championnat avant. Donc ça met en confiance, c'est bien pour moi aussi. Alors, prochain match en Coupe de France, justement, tu l'as rappelé, face à Jura Sud, un club que tu connais parfaitement bien. Ouais, un club, mon ancienne équipe, chez eux d'ailleurs, en Coupe de France. Et ça va être un bon match, on va retrouver les collègues. Même s'ils sont un cran au-dessus de nous, on a quand même une bonne équipe, ça joue quand même bien. Après, on sait tous que la Coupe de France, les petites équipes, elles peuvent battre les grandes, donc on verra. C'est la magie de la Coupe. Voilà, c'est la magie de la Coupe, comme vous dites. Et on verra samedi prochain coup d'envoi. Et on va essayer de revenir avec qualification, bien sûr. Bon, eh bien oui, c'était Mohamed Bentahar, auteur d'un quadruplé face au SC Clémenceau, qui va affronter avec l'équipe du Racing Besançon son ancien club Jura Sud Foot, vous l'avez compris. Ce sera ce samedi, si je ne me trompe pas, 7 octobre, à partir de 18h du côté... les supporters organisent un déplacement, 7 € le déplacement, départ à 15h15 du siège au stade de la Grange. Voilà, donc rendez-vous au stade de la Grange à partir de 15h si vous voulez partir du côté du Jura Sud Foot, où on les salue d'ailleurs. On salue Grégory Perrier, on le salue bien évidemment ce soir, qui est du côté de cette équipe de Jura Sud Foot qui nous avait très bien reçus. Et l'équipe de Pascal Moulin aussi. Oui, de Pascal Moulin qui fait un bon début de championnat. Et avec également qu'on a été bien reçu du côté du Jura Sud Foot. On va justement écouter cette fois-ci la réaction de Jean-Marc Trinita, l'entraîneur du SC Clémenceau, qui était assez fier de ses joueurs et il peut en tout cas être fier. On est avec Jean-Marc Trinita après cette défaite du SC Clémenceau sur la pelouse du Racing Besançon 5-2. On a vu tout de même une belle équipe de Clémenceau ce soir. Quelle est votre analyse sur cette rencontre ? Tout d'abord, bonsoir. Le score 5-2, ça va être paradoxal ce que je vais dire. Je suis fier de la prestation de mes joueurs, malgré le 5-2. Donc, on va peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai des raisons d'espérer, de croire en des jours meilleurs. Bien évidemment, cette équipe du RB a plus de maturité, plus d'expérience. On ne va pas comparer le pédigré des joueurs qui étaient face à face. Nous, on est un peu naïfs, on manque d'expérience. Cela dit, j'aurais aimé qu'on égalise à 1 partout sur le penalty. Ça aurait peut-être relancé et débloqué aussi mes joueurs qui étaient un petit peu timides, un petit peu entre deux eaux, pas trop savoir, voilà. Mais je pense qu'on va vers des jours meilleurs. Donc certains vont me prendre pour un fou parce qu'on encaisse des buts, 5 à Sochaux, 5 ce soir, 4 contre Pontarlier. Mais dans le contenu... je pense qu'il y a matière à être optimiste. Oui, c'est des équipes qui jouent le haut de tableau, qui sont en ce moment dans le haut du tableau. C'est peut-être pas avec ces équipes-là que le Clémenceau va peut-être lutter cette saison. Voilà, d'autant plus que on va pas revenir sur les péripéties de notre début de saison. On sait très bien ce qui s'est passé dans notre club. On n'est pas encore prêt. Comme je disais un petit peu sur le ton humoristique, on fait nos matchs amicaux là pour le moment. Mais la réalité, c'est qu'on est en compétition et qu'on accumule les défaites. Après, il faut que mes joueurs gardent le cap, qu'ils arrivent à analyser le contenu du match, comme moi je peux le faire. Le score, je l'occulte. C'est sûr, on a pris 5 buts, mais dans le contenu, s'ils paniquent pas, s'ils gardent leur sang-froid, s'ils gomment un petit peu ce manque d'expérience et ces fautes bêtes, parce que... Pour moi, les 2 premiers buts, c'est pas des fautes provoquées. Si encore on fait une faute parce que dans le jeu, on est malmené, mais sur les 2 premiers buts, c'est loin d'être le cas. Donc si on arrive à gommer ça, on va pouvoir jouer un rôle dans ce championnat.
Et en plus, prochainement, vous allez affronter Dijon également. Donc, ça va être des matchs compliqués en ce début de saison. Mais en tout cas, on a vu une équipe joueuse, une équipe qui ressort proprement les ballons. C'est vrai, il manque cette expérience, mais ils vont l'avoir au fil des matchs. Voilà, alors le cap, c'est de savoir quand ils vont attraper ça, quoi. Après, on a aussi des joueurs qui ne sont pas encore qualifiés parce qu'on a un problème de mutation hors délai, donc on sait que la saison est compliquée. Si on arrive à pouvoir faire jouer tous nos joueurs, et puis peut-être éventuellement recruter encore un joueur, vous savez, vous connaissez ma philosophie de jeu, toutes mes équipes m'ont toujours joué au ballon, donc pour le moment, on apprend, on paye, cash, mais je donne rendez-vous à tout le monde dans pas très longtemps et je pense qu'on atteindra notre première victoire rapidement. On l'espère en tout cas, mais c'est vrai que ce soir on a vu aussi des nouveaux visages qu'on a apportés aussi à cette équipe. Oui, on a notamment Alassane Diaby qui a fait sa rentrée. Bon, hein, pour moi, il a fait un bon match. Il peut faire mieux, beaucoup mieux. Après, il ne connaît pas ses partenaires. Il faut qu'il gomme cette agressivité un petit peu déplacée. Il faut qu'il arrive à se contrôler un peu plus parce que le championnat ne pardonne pas. Voilà, là, il prend un rouge. Il va nous manquer peut-être 2-3 matchs. Donc, il faut absolument qu'il gomme ça parce qu'il a une carrière à faire. Enfin, une carrière. Il a une saison à faire et puis voilà, à exister. Donc, il faut qu'il gomme ça. C'est un très bon joueur. Il l'a prouvé sur plein de choses. Mais maintenant, il faut qu'il gomme ses imperfections qui peuvent nuire à sa saison. Eh bien oui, qui peuvent nuire à sa saison, c'est ça aussi quand on est un jeune joueur. On se laisse des fois aller, c'est le manque d'expérience. En tout cas, moi j'ai vu personnellement une belle équipe du SC Clémenceau. Le score ne reflète pas du tout ce qu'on a pu voir, en tout cas de la part de l'équipe de Jean-Marc Trinita, qui sera au stade du Rosemont ce mercredi, face à la réserve dijonnaise, comme vous l'a dit tout à l'heure, monsieur Frédéric Fitch. Allez, mais on était où là? Oui, on va revenir sur Sochaux parce qu'on a Bernard qui vient de nous appeler. On salue aussi Coco Morel qui sur Facebook nous dit juste allez Sochaux, moi j'y crois. Bien sûr qu'on y croit encore. Bon, pas la montée en Ligue 1 forcément, mais bien sûr que Sochaux ne descendra pas en National. Je vois des choses, ça y est, on perd, on prend beaucoup de buts, c'est vrai, mais ça y est, là, ce coup-là, on va redescendre en National. Pourquoi pas en LR2 aussi également? Non, il faut rester un petit peu sérieux. Cette équipe sochalienne va se reprendre. C'est pas parce qu'on perd 2-3 matchs que ça y est, c'est la cata. Il faut aussi, quand supporter, c'est ça, c'est aussi suivre son équipe. Et nous, on la suit ici. Allez, on part avec Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Moi, tu arrives en toute fin d'émission. Hein. Comment ça va? Ouais, ça va. Si je disais Fred Sébastien tout à l'heure, ça pourrait être un peu mieux. Non, c'était à Frédéric Fitch que tu parlais en fait. Ah oui, d'accord. Ah, on se mélange, il y a trop de Frédéric là. D'ailleurs, je vais le licencier. Hein. Allez, c'est fini, monsieur Fitch. Vous passerez à la compta prendre votre chèque. Ou alors tu changes de prénom. De prénom. Bon, je sais pas. Bon, un petit mot tout de même sur la triste nouvelle qu'on a appris aussi avec le décès d'Olivier Baudry. Je suppose que tu l'as connu sur le terrain et peut-être aussi un petit peu en dehors du terrain parce qu'on le voyait souvent du côté du Stade Bonal et on sait qu'il, comme on disait tout à l'heure avec Alexis de Freitas, il a aussi encadré les jeunes du club. Oui, j'ai vu ça ce matin sur Twitter, il me semble. Oui, on a vu ça un peu partout, oui, c'est bien sûr. L'info a été relayée partout. C'est triste, hein, surtout à l'âge-là, quoi. Oui, c'est vrai que le FC Sochaux-Montbéliard a été touché ces derniers mois avec la disparition de Stéphane Paille, avec également cette fois-ci Olivier Baudry. Oui, ça fait deux en rien de temps, quoi, c'est sûr, c'est pas évident, quoi, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Mais pour revenir sur le match d'Auxerre, bon, j'ai regardé le match, mais bon, à la 3e minute, je sais pas s'il y a pénalty ou pas. Après, c'est à l'arbitre de juger, mais je pense qu'en début de deuxième mi-temps, tous gars, ils bouffent de belles munitions, quoi. Oui, c'est vrai qu'il a eu des occasions. Hein. C'est vrai que nous on était en parkage sochalien, mais c'est vrai que moi j'ai remarqué que les 20 premières minutes, on a été présent, on était vraiment là, on aurait pu ouvrir la marque. Hein. Ouais. Même Francis Gillot l'a indiqué dans sa conférence d'après-match, conférence de presse d'après-match, il a indiqué que Sochaux aurait pu mener au score sans problème. Bien sûr. Mais ensuite, il y a la deuxième mi-temps et puis il y a ce but contré, ça finit au fond. Comme on va dire, c'est la faute à pas de chance, quoi, voilà, quoi. Oui, ça arrive sur nous, on peut très bien tomber sur un autre, mais enfin,
ça tombe sur Sochaux, quoi. Eh oui, ça tombe Enfin, sur Sochaux. Non, mais c'est vrai, tu l'as dit, c'est vrai que c'est quand tu as une équipe qui n'est pas forcément en confiance, qui a pris beaucoup de buts, donc forcément la confiance, elle est un peu. Voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Bah oui, c'est à toi que ça arrive. Un tir qui part, elle est contrée, bah bien sûr. Ah oui, au lieu oui. que ça parte à côté du but, ça finit dedans. C'est comme ça. Par contre, parce que j'ai vu ça un peu sur Twitter, c'est Tardieu ou Tequieux qui la contre? C'est Tequieux apparemment qui contre. Ah oui, qui oui, contre oui. ce ballon. Parce que moi j'ai regardé le match. Hein. Parce que d'après les images, elle y tape dans les genoux, hein. Oui. Apparemment, hein. Oui, il a quand même pas de chance, hein, Tequieux, en ce moment. Hein. Ah ouais, Alors, il met déjà le but contre ouais. notre camp, après il prend un rouge, puis là ce coup-ci c'est lui qui touche le ballon. Bon, c'est comme ça, c'est la faute à pas de chance, comme tu dis. C'est vrai que des équipes, quand elles sont pas en confiance, bah, c'est souvent comme ça que ça se traduit. Et puis sur le deuxième but, bah, c'est encore Ruiz, quoi. Il se laisse un peu endormir, et puis l'autre il part, boum, quoi. Voilà, bah, c'est un peu ça, il part de loin, il arrive à enrhumer un peu tout le monde, et puis on connaît la qualité du joueur, on connaît la qualité de Philippe Otto, on sait que c'est un joueur qui va très vite et qui n'est pas maladroit devant le but, et en tout cas il l'a prouvé. Oui, il fait bien, je pense qu'il fait une course de 30 mètres quand même. Hein. Oh oui, facile, oui, facilement. Facile, parce que, oui. Mais il fait une belle course. enfin, je ne veux pas critiquer l'entraîneur de Sochaux, mais moi, bon, il a fait des erreurs contre Reims, il a fait des erreurs contre Ajaccio, Ruiz. Moi, j'aurais mis Camp à sa place. Ouais, pourquoi pas. Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas remettre... Bon, là, on l'a vu quand même, la défense Tequieux-Auger, la même défense que la saison dernière. Ouais, mais pourquoi pas. Mais ouais, parce que moi, j'ai trouvé que Gibaud n'avait pas fait un mauvais match. Hein. Non, il n'a pas fait un mauvais match, c'est vrai. Après, voilà. Je dois le reconnaître, c'est vrai. Mais moi, pour le prochain match, je ne mettrai pas Ruiz, je mettrai Cap à la place. Oui, après, c'est des choix d'entraîneur. Oui, ou alors Ristel aussi, il n'est pas mauvais non plus, en défense. Oui, après, c'est un joueur qui... Pourquoi pas. Après, c'est plus un milieu de terrain. C'est plus un milieu de terrain, Ristel. Oui. Ouais, mais il peut jouer en défense. Oui, il peut jouer aussi en défense. Il peut jouer en défense parce que après il faut essayer de tenter des choses, quoi, parce que. Bah après peut-être qu'on va avoir quelques indications justement sur les choses dont tu parles, en tout cas sur l'aspect tactique. Peut-être que le match face à Dijon, peut-être que Peter Zedler va tenter des choses. En tout cas, on sera dans le stade, donc on verra ça sur place et on fera bien sûr des interviews de fin de match. C'est quand qu'ils jouent contre Dijon? C'est ce vendredi à 19h au stade Léo Lagrange à Besançon. Ah ouais, vendredi. Oh, bah, il va peut-être gagner parce qu'il n'y a pas de championnat ce week-end. Il y a la France. Non, il n'y a pas de championnat. Ah ouais, d'accord. Oh, ben, pourquoi pas? 19h à Besançon. Tu as envie d'y venir? Bah ouais, pourquoi pas? Bon, bah écoute, moi je t'offre ta place si tu viens. Il n'y a pas de souci. Ah bah ouais. Ouais, normalement, j'ai rien de prévu, mais bah, au pire, ce que je fais, je laisse un message à M. Chabarsu sur son Twitter, au pire des cas. Bah c'est moi. Ok. C'est moi, donc pas besoin de m'appeler monsieur, hein, tu peux m'appeler Fred, hein, tout court. Ouais. Donc après tu me laisses un message, si tu es sûr de venir, moi je t'offre ta place, c'est fait. Voilà. Ouais, on fait comme ça. Eh ben écoute, je t'offre ta place pour Dijon, pour Sochaux-Dijon de ce vendredi. Et peut-être que là on verra, justement, peut-être que Peter Zedler va en profiter pour tenter des choses, pour peut-être remettre des joueurs. Après, je pense maintenant il faut tenter des choses parce qu'on prend quand même un petit peu trop de buts. Hein. Ouais, parce que ça fait combien là? 17, 18 ans. Ah, ça fait 17, matchs, je crois, 17 déjà en 3 matchs là. Ah oui. Parce qu'on a pris 6 contre. Ça commence à faire, hein. 6 et 5, 11, oui. Là, c'est le slogan, c'était aller de l'avant, là, je crois maintenant ça va aller de l'arrière, là. Ou alors tout bloqué à l'arrière. Non, mais comme je te disais, c'est vrai qu'on n'a pas de temps. Quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer, parce que je reviens sur le match d'Auxerre, le Zachary Boucher, il fait quand même une belle à un moment donné, il fait une belle parade, à un moment donné. Hein. Oui, sur une frappe de Florian Martin, il fait une très belle parade. C'est un bon gardien, hein, Zachary Boucher, on l'a déjà eu ici en interview, quelqu'un de très bien en plus, quelqu'un de très sympathique. Ça n'exclut pas qu'il a d'énormes qualités aussi. Et ce groupe auxerrois a des qualités aussi également, avec ces deux défenseurs centraux qui font pratiquement 2 mètres. Mais après, moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est par exemple
Tousgar en première mi-temps, il a usé ces deux défenseurs-là. Après, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas un buteur. Certains disent il sert à rien. Non, il sert à quelque chose parce qu'il use les défenseurs. Et moi, je peux le dire, on est dans le stade, on l'a vu. Les deux défenseurs centraux, ils étaient un peu entamés physiquement. Mais peut-être ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire rentrer à la 60e. Bon, après, c'est moi qui parle, hein, je ne suis pas entraîneur ni rien du tout, mais peut-être faire rentrer Faneva avec Kalulu, justement, parce que Faneva, avec la puissance physique qu'il a et puis le gabarit en taille, il aurait pu justement rivaliser avec les deux défenseurs. Et puis Kalulu en vitesse, il aurait pu peut-être les désarçonner ou quelque chose comme ça. Mais ils sont peut-être rentrés, moi j'ai l'impression, un petit peu trop tard parce qu'à la 70e, il y avait déjà un 0. Ouais, t'as la même idée que moi. Ben, peut-être. Après, je sais pas. Hein. Après, c'est une question que je me suis posée après dans le stade. Mais... Ça s'est pensé aussi. Moi, j'aurais sorti Tousgar et puis j'aurais en fait. Après, c'est toujours. J'aurais mis Faneva puis Kalulu. Après, c'est toujours facile a posteriori de... C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, exactement. A posteriori voilà, on a tous un avis. Mais bon, après, l'entraîneur fait ses choix et on les respecte également. Peut-être que ça n'aurait absolument rien changé aussi également. Hein. Ah ben oui, donc, mais après, c'est une réflexion que je me suis faite après coup. Oui, mais après que ça n'aurait rien changé, on ne peut pas le savoir puisqu'on n'a pas vu. Exactement. Après, voilà, quoi. Voilà. Exactement. Voilà. Donc on verra ce vendredi en tous les cas. Je pense qu'il faudrait on peut déjà faire un petit résultat contre Dijon, ça serait pas mal. Puis, oui, pour la confiance, pour engorger la confiance. Déjà ne pas prendre de but. Ouais, je pense que ça va être ça le maître mot, c'est pas prendre de but déjà. Et puis voilà, battre le Paris FC à domicile, quoi. Oui, ça c'est plus qu'important. Mais déjà ne pas prendre de but contre Dijon. La confiance, ça serait bien. La confiance, elle peut partir de là. Hein. C'est pas parce que parce que des matchs amicaux, pour moi, il y en a pas. Ça n'existe pas un match amical. C'est un compétiteur. Il a tout le monde, tous ceux qui ont fait du sport, quand ils rentrent sur le terrain ou qui rentrent n'importe où, c'est pour gagner. Donc il n'y a pas de match amical. Mais on peut partir de là pour engorger la confiance. Ouais, parce que moi, je fais du karting cross. J'ai une seule chose en tête, c'est de gagner. C'est d'être bien sûr. Bien sûr, non, voilà, quand on est Par contre, encore une petite question. Pour le match, le Paris FC, là, ceux qui ont acheté des billets, ils sont invités, mais il faut présenter le billet, quoi. Alors là, il faudra aller voir sur le site officiel parce que moi j'ai un peu survolé tout ça. Je sais que quand ceux qui sont abonnés ont droit à 2 places, si je ne me trompe pas. Ouais, 2 places, c'est ça. Et je pense que ceux qui ont un billet, oui, ils ont de nouveau un billet pour le match. Mais ça, je pense qu'il faut plus aller sur le site officiel du FCSM ou alors contacter carrément la billetterie du club parce que là, je ne pourrais pas forcément t'en dire plus et je te dirais sans doute des bêtises. Donc, vaut mieux prendre contact avec eux directement et eux te renseigneront mieux que moi. Mieux que moi. Eh bien, on te remercie, Bernard, en tout cas. Ouais. Et puis, on aura plaisir à te voir ce vendredi du côté du stade Léo Lagrange pour suivre cette rencontre entre le Football Club Sochaux-Montbéliard et Dijon. Ouais. Si je peux, je viens. Je te laisse un message. Eh bien, écoute, tu me redis. Moi, je te mets une place de côté. Il n'y a aucun souci. Ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Bernard. Bonne soirée à toi et puis à bientôt. Ouais, bonsoir. Et puis allez Sochaux, ouais. Eh ben, bien sûr, bien évidemment. Plus que jamais, allez Sochaux. C'est dans les moments difficiles qu'il faut montrer que les supporters sont là. Bien sûr. Bien sûr. Allez, merci Bernard. Bonne soirée à toi. Eh ben, c'était Bernard qui était arrivé en toute fin d'émission. Et on va clore sur ça. Oui, toujours rester derrière cette équipe sochalienne comme toutes les équipes en Franche-Comté. Il ne faut jamais rien lâcher dans le sport, n'est-ce pas, monsieur Fitt? Ça, il est déjà parti, il est déjà sur portable. Non. Il est déjà sur Tinder. Adopte, je sais pas quoi. .com, adopteunchroniqueurradio.com. Je fais de la pub maintenant, je suis obligé de tous les citer, non, c'est ça? Oh là là, il se réveille, il s'était un peu endormi, là, il s'était un peu assoupi. Non, je me suis pas endormi. Ah, tu t'es pas endormi, bon, ça va alors, tu on suis là. On se retrouve dans 15 jours. Donc. Dans 15 jours? C'est qu'on va dans 15 jours? Pour l'émission sport. Ah, il y a une émission sport dans 15 jours? Bah oui, mais avec qui? Parce que on ne sait plus maintenant. Thomas, il est bien revenu ce soir, c'était bien sympathique. Très que tu reviennes à chaque émission. De sa part, mais bon, après, c'est. On va voir les disponibilités. Ah oui, après, mais nous croisons les doigts. Et oui, il faut rappeler que nous sommes une radio associative et forcément on n'a pas les moyens des grandes radios nationales. D'ailleurs, si vous souhaitez être bénévole dans la radio, que ça soit pour parler dans le micro ou aussi si vous voulez jouer avec les boutons de la technique, n'hésitez pas à nous contacter, tout le monde est le bienvenu. Animer une émission, faire part de ses passions, c'est également, vous êtes tous les bienvenus. C'est également très important, donc vous êtes bienvenus à Chalom, Besançon.
Voilà, vous avez juste à contacter, hein, vous allez sur le site internet, partout vous pouvez contacter. Facebook, Twitter, voilà. Voilà, Facebook, Twitter, ça existe. Et téléphone, hein, aussi. Eh bien, bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve pas lundi prochain, mais lundi dans 15 jours, car il y a bien évidemment la trêve internationale avec cette équipe de France qu'on va suivre avec grand intérêt. On n'en a pas parlé ce soir parce que je pense qu'on n'aurait pas eu le temps de tout caser. Je pense qu'on sera encore là à 22h. Contre la Biélorussie, donc voilà. Exactement, on sera encore là à 22h, on sera même là pour le rediff. Allez messieurs, je vous souhaite de bonnes petites vacances, on va dire entre guillemets. Ce sera footballistique les vacances. Bah oui, on se retrouve lundi dans 15 jours et surtout n'oubliez pas, allez Sochaux! Sochaux